ce gouvernement n'est pas qu'un régulateur de l'immobilier, il en est le moteur aussi. C'est ça qui est fort. C'est qu'au-delà de le réguler, il le fait marcher et il le rend de plus en plus attractif. Ce qui fait que sur le marché, on a une demande réelle et soutenue. Ce que je veux te dire, c'est que l'exclusivité à Dubaï, c'est quelque chose d'incroyable. Les gens recherchent cette exclusivité, les gens ont les moyens à Dubaï et veulent se démarquer de la masse pour la qualité de vie, la sécurité, mais aussi pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller parler aux jeunes entrepreneurs en France et demander de leur ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, les gens arrêtent d'entreprendre, ils adorent la France, mais ils ne peuvent plus entreprendre. C'est plus possible. C'est plus possible. On les aide pas. Ils font quoi que ce soit, ils sont taxés à la mort, il leur reste plus rien dans les caisses à la fin. Un environnement fiscal extrêmement avantageux et toutes ces choses-là, mis bout à bout, plus une qualité de vie, une qualité d'enseignement, une qualité de soins, qui font qu'aujourd'hui, forcément, les millionnaires, ils peuvent aller où ils veulent dans le monde. Où est-ce qu'ils vont pouvoir faire le plus d'argent, le mieux en profiter avec leur famille et avoir la plus belle vie possible avec leurs enfants? C'est ici, c'est à Dubaï. Chers amis, chers investisseurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur le deuxième podcast de la chaîne Dubaï by Raf, en compagnie de mon grand frère Salut Yanis. tout le monde, j'espère Comment que vous ça allez va bien. Écoute, ça va très bien. Ravi d'être avec toi encore pour un nouveau podcast. Bien je pense sûr. qu'on va raconter encore plein de choses intéressantes, je l'espère. Il y aura des choses moins intéressantes, mais on a pas mal de choses à dire. Exactement. Et je tenais à tous vous remercier. Ah ouais, incroyable. Suite au premier podcast, on a eu vraiment que des retours positifs, donc merci beaucoup. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord? Ça nous aide. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire aussi, c'est très important. Vos retours Ça nous sont fait très avancer. intéressants. C'est des Exactement. formats sur lesquels on n'a pas encore trop l'habitude de travailler, donc vos remarques sont très constructives. On en prend note et on essaiera d'adapter forcément le format en fonction de vos attentes. Et puis ouais, je rebondis sur ce que tu as dit. Merci pour toutes les personnes qui nous ont contactés. Je ne pensais pas que ça allait susciter autant de réactions de la part des investisseurs. Donc ça, je suis super content. Mais c'est Ça très veut dire gentil. qu'ils s'éduquent. Bien sûr. Et ils se réveillent et ils sont réceptifs à ce type de format. C'est pour les éduquer, toutes ces choses-là. C'est pour vous qu'on fait ça, les amis. Exactement. Chose très importante, vous retrouverez en haut de l'écran le numéro d'Yanis, WhatsApp, le mien aussi. Donc si jamais vous avez besoin d'informations, si jamais vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur WhatsApp. Ça sera On est vraiment là pour ça. avec plaisir de pouvoir vous aider. Et puis allons-y, let's go. Yanis, j'ai plein de questions à te poser. Bah écoute, on est là pour ça, non? Exactement. Pour dire des vérités là, sur le marché aujourd'hui. Exactement. On est bon, Mais hein. avant de commencer justement plus en détail dans le podcast, Ouais. on est aujourd'hui début 2025 Ouais. et j'aimerais faire avec toi la rétrospective de l'année 2024 Ouais. parce que je tiens à le dire devant ces caméras-là, je suis très fier de toi. Ok, merci, ça me touche. Ça vient du fond du cœur. Tu as fini premier agent immobilier de l'agence DRN, Ouais. qui est la plus grosse agence francophone sur le marché immobilier à Dubaï. Donc, c'est pas rien. Ça fait pas mal de personnes qui t'ont fait confiance. Ouais. Une belle expertise aussi que tu as sur l'immobilier. Donc, j'aimerais que tu me donnes un petit peu ton point de vue, ton ressenti par rapport à l'année 2024. Comment est-ce que ça s'est passé ? Bah écoute, de mon point de vue, ça s'est super bien passé. Je tiens à remercier vous tous qui m'avez suivi cette année parce que franchement, c'est uniquement grâce à vous. J'essaie de travailler pour vous. C'est vous qui me motivez à le faire et j'essaie juste de m'améliorer, chaque jour. Après, c'est comme je le dis souvent, je le ressens même plus comme un travail, c'est devenu une passion. Une passion, donc, effectivement. Tu vois, tu passes dans les quartiers, tu te balades, tu vois ce qui se passe, les nouveautés, l'actualité. C'est un métier où tu dois être très connecté à l'actualité, il faut bien connaître ses chiffres. Et puis, c'est un métier passion. Donc, mes clients ont ressenti ça, ils nous ont fait confiance. Ils ne font pas confiance qu'à moi, ils font aussi confiance à la structure. D'ailleurs, c'est très important. Ouais. Représente-nous en quelques mots pour les personnes qui n'auraient potentiellement pas vu le premier podcast, de nous représenter un petit peu aujourd'hui qui est DRN. DRN, aujourd'hui, on est une entité assez large. On était à la base, lorsqu'on s'est installé en 2017, une agence immobilière pure et dure où on faisait du conseil sur l'investissement immobilier. On a voulu centraliser, développer le principe du guichet unique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'expérience et des années avec les investisseurs qui nous suivent que souvent on avait besoin de partenaires externes, ce qui multipliait les interlocuteurs pour les investisseurs, donc moins confortable. Donc il fallait qu'ils aillent voir quelqu'un pour la création des visas, il fallait qu'ils aillent voir quelqu'un pour louer l'appartement, etc. Et c'était assez inconfortable pour l'investisseur et pour nous aussi. Donc on s'est dit pourquoi ne pas recentrer tout ça au sein même d'une agence
et de répondre à toutes ces questions-là, Tous les tous ces besoins in-house. Tu vois, Ok. à la maison, ils restent avec nous en sécurité. Bon, bah, écoute, c'est très très bien résumé. En tout cas, merci. Voilà. C'est important quand même de le rappeler hein, Ouais. pour dire voilà, pour quelle entité on travaille aujourd'hui, quelle plus-value, quelle valeur ajoutée est-ce qu'on va pouvoir Exactement. rappeler à nos acheteurs. C'est ça. On va sourcer le meilleur projet pour eux, d'accord, en leur expliquant, en les accompagnant avant, pendant, et c'est le après qui va compter. Donc on a notre propre structure de gestion locative, d'accord, qui est gérée par Manel, qui fait un excellent travail. Coco Qui Manel. est super host en gérant plus d'une centaine de biens sur Airbnb. Super host, ça veut dire que tu as toute une liste de critères à respecter pour pouvoir mis en avant par Airbnb. Donc, tu dois avoir une notation suffisante, pas d'annulation, des réponses ultra rapides. C'est un travail monstrueux. On s'en rend pas forcément compte vu de l'extérieur, mais quand tu as 1 ou 2 appartements, déjà, ceux qui font du Airbnb Bien en France, sûr. vous savez quel boulot c'est de gérer ça. Manel, elle le fait avec Razen et avec Charline qui font un excellent travail du côté des Airbnb. On est trop heureux de travailler avec elle parce que franchement, ça fait une différence Il de y a un fou. réel esprit d'équipe. Exactement. Donc, les investisseurs qui confient leur appartement à Manel sont trop contents. Le suivi est mortel. Elle est transparente surtout. Elle est pas trop chère comparée à la concurrence sur le marché. Et puis, voilà, c'est la maman de DRN, Manel, donc elle travaille trop bien. Et dans le même temps, je tenais aussi à féliciter Myriam. Myriam qui bosse du côté d'Oracle sur la création de sociétés, sur la création de visas, etc. C'est trop important aussi pour Bien les sûr. investisseurs qui ont, via l'investissement immobilier à Dubaï, accès aux visas investisseurs. Frérot, elle fait un travail de fou. Myriam Ouais, aussi. non, c'est clair. Je lui en donne pas mal. Ouais. Et franchement, T'as vu, tes clients j'ai jamais sont été contents. déçu. J'ai jamais été déçu. Vraiment, tous mes clients que j'ai envoyés, soit voir Manel, soit voir Myriam, Ouais, ils sont contents, sont tu vois. très Et heureux c'est trop aujourd'hui. bien. Ouais. C'est trop bien. Donc, tu vois, tu sais qu'ils sont avec des gens qui sont compétents. Et c'est des gens que tu vois tous les jours au sein de DRN. Et puis, avec l'ouverture à Paris, maintenant, vous êtes tellement nombreux à venir nous voir à Paris. On sait que ça vous rassure. Et voilà, c'est ça aussi DRN. c'est la volonté Répète-nous de l'adresse, s'améliorer. s'il te plaît. 39 route de la Reine, c'est important. Où ça ? À Boulogne-Billancourt. Merci. À Boulogne-Billancourt, les amis. Voilà, on essaie de s'étoffer. On sait que voilà, vous êtes de plus en plus pointus. Vous avez des attentes qui sont bien spécifiques et nous, on essaie de mettre à votre disposition un éventail de services le plus complet possible pour vous rassurer et vous accompagner de la manière la plus professionnelle possible. C'est ça l'objectif, mon cher Rafa. Exactement. Merci Bye bye, Raph. pour Arrête. Merci pour ce petit reminder. Ouais, c'est important. Et on va dire qu'au cœur de tout ça, il y a l'investisseur. Ouais. Et la première question, pour mettre les deux pieds dans le plat, on va dire, j'aimerais que tu me dises en quoi l'acheteur doit être responsabilisé. Quelle est la responsabilité de l'acheteur avant de faire un achat ? Parce qu'il y a tout un microcosme qui s'est créé. Les agences, les agents immobiliers, les promoteurs. Il y a vraiment tout un cycle autour de ça. Mais le noyau, l'œil du cyclone, c'est l'acheteur. Qu'est-ce que tu conseillerais à un acheteur avant de se lancer ? C'est une excellente question. Parce qu'on parle souvent via le prisme de l'agent immobilier, mais on ne parle pas souvent du prisme de l'investisseur. Et si j'avais quelque chose à leur dire à ces investisseurs, c'est d'effectuer, comme à Dubaï, une due diligence. En fait, en gros, c'est-à-dire de s'informer. Ils ont un devoir d'information, les investisseurs, aujourd'hui. Il y a tellement de possibilités, je vois tellement d'énormités sur les réseaux que aujourd'hui, il faut faire très attention à qui vous vous adressez et ne pas croire sur parole tout ce qu'on vous dit. D'accord ? Il y a un devoir de vérification, un devoir de renseignement qui doit être mis en place par l'investisseur. Il doit savoir à qui il s'adresse, comment qu'est-ce qui va se passer pour lui dans les prochaines semaines avant, pendant et après son investissement. Parce que je vois des choses, Raph, je te jure, je vois des choses sur les réseaux, je vois des choses, des gens... Un petit peu partout, que ce soit sur TikTok. Mais c'est vrai, en fait, c'est vrai que l'information va beaucoup trop vite aujourd'hui avec les réseaux. Je vois moi qui suis sur TikTok d'ailleurs, je vous invite à me suivre sur la page Dubaï by Raph, petite pub au passage. Il faut insister pour que Yanis se lance aussi. Je serai sur ton TikTok, moi j'ai pas besoin, t'es un professionnel, je serai sur ton TikTok, t'inquiète pas, ils me verront de plus en plus. Mais c'est clair qu'en fait, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça fait peur. Très clairement, ça fait très peur. Dinguerie. Et il faut que les gens vraiment arrivent à filtrer ça. Je sais que c'est compliqué. Donc, il y a des outils pour ça. Il faut regarder les antécédents, parce que je vois des gens qui n'ont aucune connaissance du marché, aucune responsabilité et qui sortent des dingueries qui peuvent avoir des impacts qui sont monstrueux. Ça me fait penser à quelque chose. Sur Dubaï Rest, j'invite toutes les personnes qui s'intéressent à l'investissement immobilier à Dubaï. Vous pouvez télécharger l'application Dubaï Rest, taper le prénom, le nom de famille de l'agent
à qui vous êtes en train de parler et vous pourrez voir s'il est certifié RERA. C'est quoi la RERA, Yanis? La RERA, c'est l'organisme issu du gouvernement qui s'occupe de la régulation du marché immobilier ici à Dubaï. D'accord? Donc, on a Dubai Land Département, qui est le gouvernement, en gros. Et la RERA, ça va être l'autorité qui va mettre en place toutes les dispositions décidées par Dubai Land Département. Donc, pour qu'un agent immobilier soit libre de travailler, il faut qu'il soit assermenté, justement, par la RERA, via une broker card. En gros, tu dois pouvoir être en mesure de présenter au client, l'investisseur, ta carte de RERA qui est obligatoire pour exercer ici. Donc, ça, c'est le premier filtre. Ensuite, regardez les antécédents de l'agent immobilier à qui vous parlez. Regardez ses connaissances. Ne prenez pas tout ce qu'il dit pour acquis. Les trois quarts des choses qu'il va voir, c'est des choses, il a vu des réels, des vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Renseignez-vous sur toutes ces choses-là. Voyez si ce qu'il dit est vrai. Moi, aujourd'hui, j'adore travailler avec des clients parce que je les pousse à se former. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose de vertical où je donne des informations et puis il remplit son sac avec des informations qui sont vraies, fausses, pas vérifiées, et puis après il fait sa vie. Non, je donne des informations par rapport au promoteur, par rapport au calcul, par rapport à toutes ces choses-là qu'il faut qu'il aille vérifier ensuite. Donc l'investisseur aujourd'hui, le travail est partagé entre l'agent et l'investisseur. Bien sûr. Parce que l'investisseur doit se renseigner et parler à des personnes de confiance. Je vois des choses, Raph, comme je te disais tout à l'heure. Je te jure, ça me fait mal au ventre. Raconte-nous une anecdote comme ça, une petite anecdote. Je ne vais pas citer des noms parce que je ne suis pas là pour ça et tirer sur les gens. Mais on a une vraie responsabilité, nous. C'est l'argent des gens, il y a des clés au final. C'est l'investissement d'une vie, c'est des économies. D'une vie. Et je comprends ce que ressentent maintenant les médecins, les garagistes, tous les gens qui ont des responsabilités auprès de la vie de des la gens, santé bien sûr. Ou du patrimoine des gens. Il y a des gens, frérot, sur leur TikTok, sur leurs vidéos, sur leur Snap, ils peuvent détruire des vies comme ça parce qu'il y a des gens qui vont leur faire confiance alors qu'ils n'ont aucune connaissance et qui jouent à la roulette russe. Donc, renseignez-vous bien sur avec qui vous travaillez, quel est le projet qu'il vous propose, quelle va être la stratégie, quels sont les antécédents, quelles sont les connaissances de votre agent immobilier, dans quelle structure il travaille. Tous ces fondements-là font qu'aujourd'hui, vous pourrez parler à la bonne personne. Il y a plein. On ne dit pas qu'on est la seule agence aujourd'hui, attention. Il y a plein d'agences, on a plein de confrères qui sont très qualifiés, qui font un excellent travail. Mais à l'inverse, c'est un éventail. Tu as des gens qui sont très qualifiés et tu as des gens, c'est une catastrophe. Ça me peine de le dire parce que c'est un métier qui est magnifique. Bien sûr. Mais voilà, il y a des gens par appât du gars qui font un petit peu tout et n'importe quoi. Et quand on reçoit des calls d'investisseurs qui se sont mal fait conseiller, qui ont été lâchés en pleine jungle avec leur investissement. Ouais, c'est jamais facile, bien sûr. Ça fait mal au cœur. Donc voilà. Eh ben, écoute, merci. C'est très important. À bon entendeur. Donc vraiment, si vous souhaitez investir à Dubaï, court, moyen, long terme, commencez vraiment par le bon endroit. Donc à vous renseigner vous-même, faites-vous votre propre avis sur la question. Comme ça sera vraiment un échange constructif avec le professionnel à qui vous parlerez. Donc très très important. Moi, Yanis, ça m'emmène à une question un petit peu plus personnelle. Okay. C'est très deep aujourd'hui. Hein. Exactement. On est en famille, non? On est en famille. Voilà. D'ailleurs, petit coucou à Fahad et Kamel. On ne vous oublie pas, d'accord? On en refera encore et on pense à vous. Voilà. Donc pour la question beaucoup plus personnelle, pourquoi, Yanis, toi qui m'as redonné cette passion de l'immobilier, qui m'a piqué avec ça, pourquoi est-ce que tu crois autant dans le marché actuel? Et je te parle vraiment perso. Ok, donc là, c'est très deep hein, quand même. C'est la raison pour laquelle j'ai jamais cessé en fait de croire en Dubaï, de travailler ici et de me projeter parce que je savais que c'était pas juste un coup, un one-shot et qu'il y avait des choses à faire dans la durée. Et c'est là-dessus justement que j'essaie d'éduquer tous mes investisseurs. La première des choses, c'est qu'on a un régulateur du marché. C'est pas un marché où tout le monde arrive, fait ce qu'il veut et tout part à volo. Moi, je lance un projet, toi aussi, toi combien, etc. On a un régulateur du marché qui s'appelle le gouvernement. On a l'un des gouvernements d'un des pays les plus visionnaires au monde qui a connu une croissance exponentielle et qui a accompli des choses que personne dans le monde en plusieurs siècles a réussi à accomplir. Et ils ont un plan, ces gens-là. Ils ne sont pas là par hasard. Le Cheikh et toute son équipe ont un plan de développement sur Dubaï pour des années. Comme on l'a dit la dernière fois dans le premier podcast, Dubaï est géré comme une entreprise. Donc on a une régulation gouvernementale renforcée. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas commercialiser un projet. D'accord ? Il y a un cahier des charges et une timeline qui est donnée par le gouvernement. Si tu veux lancer un projet, tout est scruté au centimètre près par le gouvernement. D'accord ? Donc,
Régulation des acteurs sur le marché, régulation de la vente des terrains. Tous les terrains à Dubaï ne sont pas à vendre. Il te faut une autorisation pour acheter un terrain, pour le commercialiser. Donc, il y a une vraie gestion en amont de l'offre par le gouvernement et des prix. Et donc, du coup, cette offre et cette demande est régulée par le gouvernement, tout simplement. Ça, c'est la première des choses et c'est super important de savoir que le gouvernement est là pour réguler le marché. Ok, donc ça, c'est le premier point. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui est très important de rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent. Raphaël, est-ce que je vais être propriétaire de mon appartement à vie? Ouais. Alors, c'est une très très bonne question qu'il faut poser. Il y a 3 types de terrains à Dubaï. Premier terrain, GCC, qui vont être uniquement réservés aux personnes du Golfe, type Koweït, Qatar, Arabie Saoudite, bien évidemment, Émirats Arabes Unis, Oman. Donc, ces terrains ne seront réservés qu'à ces personnes-là. Ouais. Deuxième type de terrain, leasehold. Donc là, effectivement, on aura le droit à la propriété pendant 99 ans. C'est ce qu'on appelle un bail amphithéotique. C'est une propriété temporaire qu'on retrouve dans pas mal de pays. Par exemple, on a Bali, Thaïlande, etc. Où c'est une propriété temporaire. Vous faites ce que vous voulez pendant 99 ans. Après, si vous voulez garder votre terrain, il faut repayer des droits. Et réévaluation. Donc, et il y a les 3e types de terrains, n'est-ce pas Yanis? Ouais. Les terrains dits en freehold, où vous allez être propriétaire à vie. Ouais, d'accord. Vous êtes pleinement propriétaire de votre bien. Ouais. Vous pourrez aussi céder votre bien à vos enfants sans droit de succession, entre parenthèses. Ok, super. Est-ce que tu vois d'autres points? Ouais, c'est ça. C'est que justement, on parlait de ce régulateur qui est le gouvernement. Et ce gouvernement n'est pas qu'un régulateur de l'immobilier, il en est le moteur aussi. C'est ça qui est fort. C'est qu'au-delà de le réguler, il le fait marcher et il le rend de plus en plus attractif. Ce qui fait que sur le marché, on a une demande réelle et soutenue, qui est palpable, qui est tangible. On le voit à travers les chiffres. Chaque année, on prédit la fin de Dubaï, qu'on est au pic, etc. Depuis 2020, c'est la même histoire. Depuis 2020, chaque année, on explose les records de l'année d'avant. Et ça, c'est pas anodin. C'est pas juste un claquement de doigts. C'est parce qu'il y a une vraie stratégie de mise en place par le gouvernement sur l'attractivité des résidents, des investisseurs, des entreprises, ce qui aujourd'hui se matérialise par une demande constante et réelle. C'est que c'est pas juste un fait qu'elle a, on ne sait pas d'où ça sort, c'est la conséquence d'une stratégie par le gouvernement. Donc on a le premier point, une régulation par le gouvernement. La deuxième des choses, une politique attractive qui fait qu'on a une demande réelle et soutenue. Ces 2 éléments-là font qu'aujourd'hui on est sur un marché qui est durable et les instances internationales le reconnaissent. On en a parlé la dernière fois avec UBS qui classe aujourd'hui les plus grandes villes au monde sur ces éléments-là et est-ce qu'elles sont susceptibles ou pas d'être des bulles spéculatives sur le marché. Et Dubaï fait aujourd'hui partie des villes les plus stables en ce qui concerne ce risque de bulles spéculatives. Ouais. Déjà, 2 points qui sont très importants et où je reconnais effectivement que ça donne envie d'y croire. Et est-ce que tu aurais un 3e point? Bah ouais, c'est la diversification aujourd'hui économique des Émirats et de Dubaï. C'est que avant, le fait que l'économie de Dubaï repose sur l'économie et le tourisme, ça nous rendait très dépendants à ça et ça rendait forcément vulnérable le marché. Parce que demain, tu as un pays il t'arrive quelque chose sur le point de vue touristique ou géopolitique ou quoi que ce soit et tu es moins attractif, ton marché s'effondre. Donc, tu es dépendant de ça. Aujourd'hui, et la priorité de Dubaï, ça a été de se diversifier sur le plan économique, de ne pas dépendre que de l'immobilier et du tourisme. Certes, c'est aujourd'hui une grosse part, mais Dubaï, économiquement parlant, est en train de péter tous les scores. C'est une machine. C'est une machine qui écrase tout sur son chemin. Ouais. C'est une dinguerie. Donc maintenant, sur le commerce international, Dubaï est en train de se développer, de nouer des partenariats quasiment avec une ville tous les jours. Donc ce qu'on appelle la trade map, c'est les échanges commerciaux internationaux chaque jour à Dubaï. On a une nouvelle ville qui rentre dans les partenariats. C'est monstrueux. Dubaï veut être précurseur dans l'intelligence artificielle, dans l'innovation, dans la santé, dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat. Et toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, et je l'ai expliqué dans le premier podcast, c'est qu'un marché économique stable, un marché national économique stable, c'est la garantie d'un marché immobilier solide, serein, en bonne santé. Bien sûr. Les 2 courbes sont corrélées. D'accord ? Et d'ailleurs, une petite parenthèse aussi qui est très importante, c'est l'investissement en fonds propres. Exactement, ça aussi. On a aujourd'hui une influence externe, et c'est ça que j'allais justement dire avant, c'est que Dubaï essaie de limiter au maximum les influences externes sur son propre marché.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu, on a parlé la dernière fois des soucis géopolitiques qu'il y a eu dans la zone. Je sais que ça inquiète beaucoup nos investisseurs. C'est clair. Aujourd'hui, Dubaï a ce rôle de Suisse, tel qu'était la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des soucis tout autour et les gens venaient mettre leur argent en sécurité en Bien Suisse. sûr. D'accord ? C'était un petit peu l'institution bancaire nationale, la Suisse. Et à Dubaï, on a exactement la même chose. On a vu ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie. Tous les gens sont venus mettre leur argent à Dubaï. Ça a dopé le marché. Bien sûr. On a eu ce qui s'est passé derrière avec aussi Israël et Palestine, où il y a même l'Iran, le Liban, etc., qui ont été... Qui sont rentrés dans la danse pour venir... etc. Il y avait une booster. instabilité internationale monstre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le marché a été dopé une fois de plus. Dubaï est une valeur refuge. Vous avez 90% d'expatriés à Dubaï. Tous les pays autour des Émirats ont des intérêts en présence à Dubaï. D'accord ? Donc en fait, si aujourd'hui un pays s'attaque à Dubaï, il s'attaque à la totalité de la planète. Au monde entier. Donc, tu vois, régulation du marché, demande réelle et soutenue, diversification économique, tous ces éléments font que Dubaï aujourd'hui, c'est pas juste une bulle, une passade, c'est qu'il y a une vraie stratégie derrière pour faire de Dubaï une demande et une destination durable. Merci. Qu'est-ce qu'on dit de ça ? C'est pas mal, hein ? C'est pas mal comme réponse. Et d'ailleurs, tu sais quoi, en live, en direct, ça me fait penser à une idée de podcast un petit peu plus fantaisiste. Ouais. Admettons, je te dis n'importe quoi, mais à quoi ressemblerait Dubaï dans 200, 300 ans ? L'esprit humain peut même pas, pas imaginer ce qui va se passer. Il y a tellement d'innovations à Dubaï que franchement, ça va être comme dans les livres d'histoire. Tu sais, en 1980, dans les années 90, mes anciennes générations se reconnaîtront. Dans les livres d'histoire, Joe, il y avait marqué en 2020, 2030, dans les bouquins, tu avais des voitures volantes, des trucs de fou. Franchement, s'il y a bien un pays dans le monde qui peut le faire avec là, les taxis volants qui arrivent, franchement, c'est ici. Eux, ils vont respecter ils vont pas jouer avec nos rêves comme on fait les livres d'histoire. Ça m'emmène à une question cette fois-ci, on revient dans le présent. Ouais. Je vais rentrer vraiment dans tes goûts personnels, tu vois. Okay, moi, j'aimerais c'est une séance de psy, en fait. Séance de psy, exactement. Okay. Séance de psy pour un agent immobilier à Dubaï. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais que tu me fasses le top 5, s'il te plaît. Bon, même pas un classement, si tu veux, du meilleur au moins bon. Un top 5, sans classement exhaustif, sur les top projets en 2024. Sur lesquels j'ai bossé. Sur lesquels tu as bossé, effectivement. Ouais, on en a eu pas mal. Il y a quand même pas mal de lancements à Dubaï. Il faut pouvoir suivre la demande des investisseurs. Sur quel projet j'ai kiffé bosser ? Le projet auquel je pense tout de suite, c'est les Gado de Prescott. Les Gado by Prescott. Mohamed met leur une photo tout de suite. Ce projet-là, il a eu un succès fou auprès de nos investisseurs parce qu'on s'est rendu compte que notre contenu, ce qu'on met à leur disposition pour les éduquer sur le marché, ça fonctionne. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'on rabâche JVC. Ça fait, on a commencé à en parler en 2021, peut-être même avant, 2020-2021. Et aujourd'hui, on voit l'explosion que ça a eu sur le marché. C'est clair. On l'a vu venir, 50-60% d'augmentation sur le prix au mètre carré. Et les gens étaient éduqués sur ce projet-là. Et en fait, ils l'ont super bien reçu parce que c'était un compromis parfait entre ce que nous, on recherche et ce qu'eux, ils recherchent. C'est-à-dire que nous, on a une responsabilité, c'est de leur mettre entre les mains le produit le plus performant possible. On n'a aucun intérêt aujourd'hui à vendre un produit juste pour le vendre, vu la situation dans laquelle on est. Bien sûr. Une boutique all in-house, pignon sur rue, on a une agence de gestion locative, on crée les visas, on crée les comptes bancaires, etc. Pourquoi aujourd'hui on ne vous proposerait pas un produit qui soit performant ? On ne va pas se tirer une balle dans le pied. Vous vendre une daube et 2 ans après se retrouver et être là, se sentir un petit peu bête. Donc les Gado, en fait, si tu veux, c'était le compromis parfait. On était sur un ticket d'entrée qui n'était pas très élevé. Les gens qui avaient un apport de 50, 60 000 euros, ils pouvaient se positionner dessus. Et c'était le compromis où on pouvait trouver de la qualité avec la possibilité de payer après la remise des clés. C'était un produit qui était super bien placé. Donc, on avait du post-handover. C'est rare aujourd'hui sur le marché, je le dis à mes investisseurs, c'est rare de pouvoir trouver un produit quali avec la possibilité de payer après la remise des clés. Bien sûr. Généralement, c'est tout l'un ou tout l'autre. On le dit souvent, Raph, tu es le premier à le savoir, je t'ai bassiné avec ça. Les bons promoteurs, Ellington, Iman ne proposent jamais de post-handover. Donc, ils n'ont pas besoin de ça. Bien sûr, pour vendre, c'est vrai que c'est un joli argument de vente, mais ils n'en ont pas besoin pour vendre. Exactement. Okay. Il y a aussi un niveau de commodité aussi exceptionnel dans le building. Une trentaine de commodités, c'est super bien placé, c'est facile d'accès. J'entends beaucoup d'agents immobiliers dire que JVC, c'est terminé, qu'il y a trop de livraisons, etc. Je suis désolé, c'est des agents qui sont déconnectés de la réalité du marché. Aujourd'hui,
vous dites qu'il y a trop de possibilités, trop de locations sur JVC, allez, s'il vous plaît. Moi, il y a rien de mieux que le marché. Bien sûr. Le marché, c'est le vrai juge, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, déverrouillez votre téléphone, venez à Dubaï, à JVC, et essayez de trouver un joli deux-bed dans une belle résidence pour vous et votre famille, ou vous avec un coloc ou quoi que ce soit. Vous allez voir la tannée que c'est. Ouais, il y a trop d'offres sur JVC. S'il te plaît, montre-moi dans un prix raisonnable, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils ont un très bel appartement et mettent des prix de fou. Montre-moi aujourd'hui comment tu vas louer un joli deux-beds à JVC, si tu vas le trouver avec facilité ou pas. S'il ne va pas y avoir un problème, si l'annonce n'est pas déjà louée, si l'appartement Si c'est une vraie annonce. cette période-là, etc. Les gens pensent que... Je voyais encore une fille sur TikTok dire « Regardez, il y a des appartements dispo sur Property Finder, sur Bayout ». Elle a compris comment fonctionnait Property Finder et Bayout, et elle pense que toutes les annonces existent. 70% des annonces sur Property Finder ou Bayout sont des annonces qui sont fausses ou plus d'actualité. Pour justement générer du lead derrière pour que les personnes qui font ça. appellent. Il y a des agents qui vont chez le promoteur, ils prennent les dispos, ils mettent une annonce sur Bayout pour vendre en direct. Donc, ce produit-là, pour revenir à ce sujet-là, a été super bien accueilli par nos investisseurs et on a cartonné dessus. On est arrivé première agence sur les Gado. Incroyable. Pas pour rien. Merci à votre confiance. C'était un bel de projet. Et vous verrez, on vous a proposé des 2 beds, une chambre. Vous verrez combien vous les louerez et vous verrez les taux d'occupation. Je vous le dis ici maintenant. C'est enregistré. C'est enregistré. Magnifique. Il n'y a pas de souci. Alors, un deuxième projet comme ça qui te vient. J'ai bien aimé travailler sur Claydon House d'Ellington à Médan Horizon. La zone est très intéressante. Ouais, la zone est très intéressante. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler dans ce podcast. C'est un projet que j'ai adoré. C'est aussi la difficulté des beaux projets sur Dubaï, c'est que c'est pas ouvert à tout le monde. On est sur un ticket d'entrée qui est un petit peu plus élevé et difficile d'accès parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent des unités sur un projet qui a un nombre d'unités réduit. Donc c'est une organisation et c'est une vraie éducation à faire auprès de l'investisseur, lui dire qu'on va tenter d'avoir une unité dans les critères qu'il recherche via une expression d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose, les gens sont pas prêts, je crois. En France, c'est compliqué pour dire vraiment. Il est dur, ouais. Quand on explique à quelqu'un qu'il faut, comme je te dis n'importe quoi, quand tu fais une file d'attente pour aller chercher ton morceau de viande à la boucherie, tu prends ton ticket et que tu as potentiellement 30 personnes devant toi, c'est exactement la même chose pour pouvoir acheter un appartement. Donc dites-vous que c'est payer un ticket d'entrée. Toutes les personnes qui étaient avant vous passeront et pourront choisir l'unité de leur choix avant vous et vous pourrez choisir qu'à partir du moment où c'est votre tour. Donc c'est ça l'expression d'intérêt. Tu verrais quoi d'autre comme autre gros selling point, on va dire? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Claydon House quand même dans le top de tes projets Ouais. Ça, je pense qu'on va y revenir après. Je vais parler de ce quartier-là après, un peu à nos investisseurs quand on leur parlera des différentes stratégies que moi je privilégie sur 2025. Mais j'ai travaillé sur beaucoup les Gado, Claydon House, Weybridge Garden 4 aussi. Weybridge Garden 4. Et tous les autres Weybridge Garden. On va dire Weybridge Garden. Zone, mais là, le dernier, c'est aussi la culture de l'instant. Le dernier sur lequel j'ai travaillé, c'est Weybridge Garden 4, qui a été un projet aujourd'hui incroyable pour moi. Parce que la zone est extrêmement prometteuse. Dubaïland. On retrouve. J'en parlerai aussi dans la stratégie d'investissement. On ne va pas spoiler nos investisseurs. Il faut que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais c'est un produit qui, pour moi, est ultra complet. Quand on regarde l'historique du promoteur, quand on regarde la solidité du promoteur, ça doit faire partie des réflexes des investisseurs. C'est-à-dire que quand un agent vous parle d'un projet, renseignez-vous sur qui est ce promoteur, d'où est-ce qu'il sort, quel est son background, est-ce qu'il a déjà livré des choses, que ce soit à Dubaï, à l'international, comment ça s'est passé, est-ce qu'il a des connaissances sur le marché, est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il est ancien, est-ce que les personnes qui travaillent dans le staff de ce promoteur ont déjà des connaissances via des expériences passées chez d'autres promoteurs ou dans l'expérience de la construction. Et tout ce que tu viens de dire, c'est tout le travail qu'on fait en amont, c'est un petit peu le travail dans l'ombre qu'on fait effectivement avant même de proposer un projet. Tout ce travail-là est effectué. Donc Weybridge Garden, je te laisse effectué. Désolé de te couper, il est effectué. Mais ses clients, ses investisseurs doivent demander des comptes à l'agent immobilier. Pas parce que moi je vous le dis. Il faut qu'on vous le montre par A plus B. D'accord ? Voilà quand est-ce qu'a été le promoteur, voilà le directeur du promoteur, voilà ses équipes, voilà ce qu'il a déjà fait. Je pense qu'on peut lui faire confiance parce que ça. Regarde, ça a été livré il y a 1 an et demi maintenant. Ils ont eu tant de retard, ils n'ont pas eu de retard. Voici les superficies. En fait, il faut trouver des produits comparables. À partir du moment où tu n'as pas de comparaison, c'est de la pure spéculation. Il y a des produits aujourd'hui, on sait, c'est spéculatif. On n'a pas de comparaison, par exemple, sur un produit comme Ras El Khaimah, Marjan Island. Là, on est sur de la spéculation. On peut comparer par rapport à d'autres destinations dans le monde qui ont des points de vue similaires, Monaco, Macao, Singapour. Mais sauf que là,
ce que Dubaï fait, ce que les Émirats fait, il n'y a pas forcément de comparaison. Donc là, on va être plus ou moins sur de la spéculation. Il y a des indices, des faisceaux d'indices qui peuvent nous donner un peu plus de précision, mais on est sur de la spéculation. Aujourd'hui, quand on est sur Dubaï, sur des produits qui sont, on va dire, conventionnels, habituels, on a des comparatifs. Demandez ces comparatifs à votre agent immobilier. Demandez-lui de vous faire une étude de rentabilité. Il y a des agents immobiliers aujourd'hui sur le marché qui ne savent même pas calculer un retour sur investissement, un retour sur capital investi, un prix au square feet, basculer ça en mètres carrés. Ils ne le savent même pas et ils déverrouillent leur téléphone et parlent d'immobilier, donnent des conseils aux gens. Ce qu'on disait tout à C'est l'heure. aberrant. Je vois que ça t'a mis un petit peu les nerfs. Ouais, c'est relou. Calmons-nous, mais Ouais, oui, je le comprends. on passe un bon moment. On Mais passe tu un bon comprends ma moment, mais frustration. je comprends ta frustration. Exactement. Parce que nous, on prend le temps vraiment de pouvoir c'est notre travailler métier, sur ces choses-là. C'est on sait ce que notre ça métier, représente, exactement. notre métier, notre passion, donc je comprends. Je te fais un top 3. Voilà, ça, c'est le top 3 des projets, parce que sinon, après, je vais te faire une liste qui va être interminable. Il y en a un que je me permets de rajouter, Yanis, quand même. Dis-moi. Signy Island. Ouais, Signy Island. S'il te plaît, Ouais. Signy Island. Moi, je vais Signy te Island, dire, les incroyable. Maldives des Émirats Arabes Unis, à 40 minutes de Dubaï, le promoteur le plus qualitatif des Émirats, Ouais. un plan de paiement aussi. Extrêmement souple. Ouais, Extrêmement souple. C'est un pari. Signy Island, je te le pousse un petit peu comme ça. C'est un pari. Généralement, les pronostiqueurs ils parlent de penalty sans gardien. Non, Signy Island, ouais, on a beaucoup travaillé dessus. C'est un produit qu'on a adoré. Et franchement, je pense que c'est un produit qui parle de lui-même. Quand tu as ce type de produit-là en bord de mer sur Dubaï, sachant que le bord de mer est quasiment inexistant à Bien la sûr. vente sur Dubaï. Il n'y en a quasi plus. On va retrouver du côté de Maritime City, Dubai Island. Mais dans un contexte comme celui qu'on a à Signy Island, c'est introuvable comme produit. Et Shoba, en termes de réalisation sur les communautés, c'est monstrueux. On y vit nous-mêmes. Et voilà, c'est quelque chose que je peux côtoyer au jour le Pour jour. ça. Sur la qualité de finition, le management, parce que c'est pas tout de le livrer, la manière dont ils le gèrent par la suite, c'est Bien trop sûr. fort. Ils sont trop loin, Shoba, et leur qualité de construction, qualité de finition, la sélection des matériaux, en fait, tout de A à Z est trop J'invite les gens qui nous regardent actuellement à aller voir le vlog que j'ai fait sur la communauté de Shoba Heartland, où je vais fort. vraiment Ouais, t'as fait un visiter petit le blog musée. sympa avec Abder, J'ai fait un petit vlog, exactement, d'ailleurs. Coucou Abder, merci encore. Où je fais vraiment le tour de la communauté. Parce que, tu vois, là, on discute autour d'une table, mais des fois, c'est vraiment pas mal aussi de se déplacer directement sur le terrain, de montrer les choses. Exactement, Tu vois, quand on je suis parle d'accord avec toi. de parcs verdoyants, de parcs pour enfants, Verdoyant, carrément. verdoyant. Ça, c'est un Mais adjectif, attends, ça, quand c'est on se fort, balade dans Shoba Heartland, c'est verdoyant. Et oui. C'est un joli mot. Mais en tout cas, voilà, donc c'est quand même 4 très bons projets, il faut le dire. Ouais. Il faut le dire. Il faut le dire. Parfait. Maintenant, une question très importante. Ouais. Yanis, autour de quel axe est-ce que tu bases une bonne stratégie d'investissement? Ok. Celle-là, elle est pas mal. Technique, attention. Ouais. Je sais, le problème, c'est que je sais qu'on est beaucoup regardé par nos collaborateurs et que je leur donne des tips pour améliorer leur manière de travailler. Ça m'embête, mais je vais te le dire. Allez, sois généreux. Bon, après, je ne vais pas révolutionner l'immobilier ou quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire qu'on fait tous le même métier, on a accès tous aux mêmes informations. C'est seulement la manière dont tu vas les traiter qui vont différer. Mais il y a 3 axes principaux autour desquels tu dois te concentrer sur l'investissement immobilier à Dubaï. D'accord ? Il n'y a rien de révolutionnaire. Le premier axe, c'est la localisation. C'est un principe qui est fondamental, international. Tu vas retrouver cette chose-là partout. Si tu es bien placé à Dubaï, ton investissement ne perdra pas de valeur. Quand bien même celui-ci, en termes de qualité, de finition, de design, n'est pas fou, ça ne perdra pas de valeur. Il faut être un chat noir pour perdre de l'argent à Dubaï. Hein. Tu le répètes souvent. Chance, ouais, je le dis. Franchement, même aujourd'hui, le marché est tellement fort et ça, il y a des agents immobiliers qui se construisent des carrières là-dessus. Ils ont fait que des choix claqués. Et tu sais, la cage de but, elle fait 16 mètres. Tu peux tirer n'importe où, ça va rentrer. Ils ont fait que des choix claqués et au final, ils disaient regarde le palmarès, je suis là ou je suis pas là. Et au final... Mais ce que je veux dire, c'est que la localisation, aujourd'hui, même des produits, si on regarde la qualité de finition des promoteurs, il y a des promoteurs qui ont livré des produits, je ne vais pas les citer parce que je ne vais pas leur faire de mauvaises pubs, mais qui, par exemple, un promoteur qui n'est pas connu pour ses qualités de finition, qui livre à Business Bay, aujourd'hui, c'est des produits qui ont pris entre 50 et 60% de plus-value. Donc, la réputation du promoteur et la localisation, c'est 2 choses qui vont de pair ici à Dubaï. Tu as 50% de ta stratégie qui doit être basée sur la localisation, 50% sur la réputation du promoteur. Un promoteur qui est mal réputé à Dubaï, aujourd'hui, la demande est tellement forte que s'il est dans une bonne localisation, son produit
sera valorisé et demandé, que ce soit sur le marché de la location ou le marché de la revente, ça deviendra un produit liquide. L'exemple de Azizi Riviera et Schobartland, typiquement. Ouais. On est sur la même localisation, Meydan. Maintenant, un studio sur Azizi Riviera va se louer 50 000 dirhams. Ouais. Quand un studio sur Schobartland va se louer entre 70 et 80 000 dirhams. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est ce que je dis, on ne va vraiment pas lancer la pierre sur un promoteur comme Azizi. Il en faut qui est très rentable, bien sûr. Qui est extrêmement rentable. Attention, je n'ai pas jeté la pierre. Qui ont investi à Azizi Riviera, aujourd'hui, c'est des gens, s'ils ont investi au bon moment, ils sont à plus de 10% de rendement locatif. Ce qui est énorme. Exactement. Tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans du Shoba, tout le monde n'a pas les moyens de louer du Shoba. Il en faut pour tout le monde. Et tu vas aujourd'hui à Azizi Riviera, c'est full. Donc bien évidemment, maintenant, et c'est pas jeter la pierre à Azizi que de dire ça, mais si tu compares un produit livré Shoba et Azizi, ce ne sera pas les mêmes standards de construction et ça se répercute évidemment sur le prix. Comme quand tu fais tes courses, soit tu achètes un produit qui va coûter beaucoup plus cher, qui va être plus qualitatif, soit tu vas acheter un produit un petit peu moins cher et tu sais qu'en termes de qualité, tu ne seras pas sur le must du must. Donc, pour revenir à ce que je te disais, la première des choses, c'est la localisation. Si tu es bien localisé, ton bien prendra de la valeur, ton bien sera loué, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La deuxième des choses, c'est la réputation du promoteur. Aujourd'hui, le nom du promoteur inscrit sur un building, ça joue tellement à Dubaï que c'en est ahurissant. Je pense que Mohamed, tu vas pouvoir leur mettre une map, une carte. Il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi, voire même 3 ans, je ne sais plus exactement, il y a Emar qui a lancé un projet qui s'appelle Zivalet. Si j'avais appelé, et j'ai appelé, des clients qui ne me connaissaient pas beaucoup, si je leur montre où est-ce que c'est placé sur la carte, ces gens-là auraient explosé de rire en me regardant. T'es fou Yanis, qu'est-ce que tu m'envoies dans le désert et tout, etc. Ils n'auraient pas compris. Aujourd'hui, c'est des projets. À l'époque, ça se vendait dans les 1.3, 1.4, 1.5. C'est des produits qui ont pris quasiment 1 million de dirhams en valorisation. Parce qu'aujourd'hui, tu as des promoteurs qui sont tellement réputés qui font la pluie et le beau temps à Dubaï. Emar, pour le coup. Bien sûr. Emar, ils peuvent aller n'importe où. Ils vont créer cette demande et ils vont valoriser la zone. D'accord ? Donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, la localisation et le promoteur, c'est 2 choses, 2 faces d'une même pièce. Si tu as les 2 qui vont ensemble, c'est très bien. D'accord ? Maintenant, il y a un 3e point auquel on ne pense pas souvent, c'est l'exclusivité d'un projet. Il faut qu'un projet soit exclusif. À Dubaï, on adore l'exclusivité. Les plus beaux coups dans l'histoire de Dubaï, les gens qui ont fait les fameux x10, x15, ont été sur des biens qui étaient exclusifs. Bulgarie, Atlantis, Blue Waters, plein de quartiers comme ça qui sont extrêmement exclusifs et que tout le monde ne peut pas avoir. City Walk et j'en passe, tu vois, tous ces quartiers-là. Bien sûr. C'est hyper exclusif. C'est hyper exclusif. Pour pouvoir y rentrer, c'est compliqué. Il y avait très peu de tickets d'entrée justement au départ. Très peu de tickets d'entrée, exactement. Les produits The Address, enfin bref, je vais pas faire une liste exhaustive. Bien sûr. Ce que je vais te dire, c'est que l'exclusivité à Dubaï, c'est quelque chose d'incroyable. Les gens recherchent cette exclusivité. Les gens ont les moyens à Dubaï et veulent se démarquer de la masse. Et aujourd'hui, on se rend très bien compte, on le voit sur plein de produits, que ce soit des voitures, des objets de collection, des Rolex, des montres. Plus un produit est dur à trouver, plus sa valorisation augmente. Et à Dubaï, se démarquer, ça fait partie du game. Ici, les gens veulent se démarquer. Tout le monde ici conduit un Urus, un Clash G, c'est devenu une Clio ici à Dubaï. Comment les riches investisseurs et les personnes se différencient ici? Ils sont prêts à mettre plus d'argent dans la plaque d'immatriculation que dans la voiture pour dire, regardez, moi j'ai un truc que personne n'a. Plaque d'immatriculation numéro 7, 2 fois plus cher que la Bugatti Chiron. Exactement, tu vois. Et l'exclusivité, ça se répercute tellement sur le marché. Si tu as un produit qui est exclusif avec pas trop d'unités, rare, tu vas pouvoir, tu le mets en vente comme ça. Les gens sont prêts à payer 1 fois, 2 fois, 3 fois le prix pour avoir justement accès à cette exclusivité, tu vois. Donc, localisation, réputation et exclusivité. C'est les 3 conseils. Concentrez-vous là-dessus. Demandez à votre agent de vous expliquer en quoi le projet qu'il vous propose se démarque et quelle est sa stratégie derrière pour louer, se différencier et avoir le plus possible un produit liquide. Merci. Merci à Merci toi. pour la petite leçon. Est-ce que je parle pas trop, Rafa? Est-ce que ça va? Non, c'est très bien. Que je vais c'est pas très bien. Non, pas du tout. Je pense que je peux t'assurer que quelqu'un qui a économisé toute sa vie pour pouvoir investir à Dubaï et faire une jolie plus-value, il va m'écouter avec une grande attention. Va t'écouter et ne t'en voudra absolument pas. Bien au contraire. D'ailleurs, si vous aimez ces échanges-là, n'hésitez pas à vous abonner. D'accord, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Ça sera vraiment avec grand plaisir de vous lire.
et à nous envoyer aussi un message pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Si vous souhaitez directement échanger avec Yanis, vous avez juste à lui envoyer un message sur WhatsApp. Yanis ou moi-même, c'est la même chose. Voilà. En parlant de classe G, en parlant de Urus, en parlant un petit peu de tout ça, est-ce que tu peux m'expliquer, Yanis, pourquoi il y a eu 6700 millionnaires qui sont venus s'installer à Dubaï en 2024 ? Non mais explique-moi, 6700 millionnaires en un an. 6700 millionnaires en un an, c'est monstrueux. C'est un record qui, je crois, à vérifier, n'a jamais été battu dans l'histoire. Une attractivité sur un délai aussi réduit, ça a été jamais vu. De deux choses l'une. La première des choses, c'est que l'environnement devient de plus en plus délétère pour ces millionnaires dans les autres pays du monde. Utilise des mots simples aussi. Si tu veux, ça devient de plus en plus compliqué pour ces millionnaires de se développer, de vivre de manière confortable et de surtout rester millionnaire. En fait, c'est bien d'être millionnaire, mais le plus dur, c'est de le rester. Et que quand le pays dans lequel tu résides fait tout pour te mettre des bâtons dans les roues, pour te faire payer un petit peu plus, aujourd'hui, ça se traduit par cette migration de millionnaires. On a des pays européens. Enfin, aujourd'hui, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe, mais tu as plus de 10 000 millionnaires qui ont quitté le Royaume-Uni. C'est une catastrophe. C'est monstrueux. Pour le pays, t'imagines la perte que ça représente ? C'est monstrueux. En termes de valeur, de richesse. En fait, il faut que tu te rendes compte de quelque chose, c'est qu'on a 30 millionnaires par jour qui quittent l'Angleterre. Et dans le même temps, à Dubaï, 6700 nouveaux millionnaires, on en a 18 par jour qui arrivent à Dubaï. C'est énorme. On a, pour te donner un chiffre, 170 000 nouveaux résidents sur l'année 2024. Une personne sur 25 qui est venue s'installer à Dubaï était millionnaire. Tu te rends compte ? C'est fou. Donc, mais pourquoi, justement ? Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent tous ici ? Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent tous ici ? Parce que ça devient de plus en plus dur pour eux, dans leur pays d'origine, de rester millionnaires. Avec toutes les taxes, je pense. Toutes les taxes, la qualité de vie n'y est pas. Aujourd'hui, tu es millionnaire, tu portes une montre, tu as une jolie voiture, tu as peur pour ta famille, tu as peur de te faire cambrioler, tu n'es pas serein, il peut tout se passer parce que le mot délétère, tu mettras une traduction en bas de l'écran, mais l'ambiance est délétère. C'est-à-dire que les gens en ont marre, les gens sont excédés et sont prêts à tout. Vu qu'on ne les aide pas, ils se disent écoute, personne ne va m'aider, je vais me faire justice soi-même. Donc, tu es à l'abri de nulle part en Europe aujourd'hui et les gens le ressentent. Et puis, que ce soit pour la qualité de vie, la sécurité, mais aussi pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, allez parler aux jeunes entrepreneurs en France et demandez-leur ce qu'ils vivent. Qu'aujourd'hui, les gens arrêtent d'entreprendre. Ils adorent la France, mais ils ne peuvent plus entreprendre. C'est plus possible. C'est plus possible. On ne les aide pas. Ils font quoi que ce soit. Ils sont taxés à la mort. Il ne leur reste plus rien dans les caisses à la fin. Alors qu'ils se tuent au travail. Ils se tuent au boulot. Ils sacrifient tout pour ça, bien sûr. Ils s'endettent. Ils travaillent. J'ai vu des témoignages, moi, qui m'ont fait bizarre, qui m'ont vraiment fait mal au cœur. Je te parle de ça premier degré. Je sais plus, c'était à la radio, je sais pas si on pourra mettre l'extrait ou pas, mais ça faisait vraiment mal au cœur. Donc effectivement. Cet État, il veut plus de nous, les petits artisans, les honnêtes travailleurs, ceux qui se cassent le cul tous les jours pour faire tourner ce putain de pays. Nous, on nous laisse crever la bouche ouverte. Voilà. Et ça, il y en a marre. Moi, de toute façon, dès que je peux, que j'ai assez, je me casse de ce pays. Une génération, je suis fils d'immigrés portugais, je suis la première génération à être né en France. Une génération, ça aura suffi. Moi, j'ai plein de cousins qui sont déjà repartis, j'ai plein d'amis qui sont partis au Canada. Mais on va se barrer de ce pays qui veut plus de nous. Ils veulent plus de ces travailleurs. Ben, une fois qu'il restera plus que les cassos, ils seront contents. Quand il y aura plus personne pour payer, eh ben, je vous souhaite bon courage. Vraiment, bon courage, monsieur Macron. Merci. 7 ans que t'es là, t'as rien fait, t'es un gros menteur. Voilà, comme les c'est le cri de la France. Vous avez foutu le pays en l'air et vous êtes encore là et vous restez. Vous avez 75 ans, 80 ans, 90 ans. Vous restez à l'Assemblée. Vous donnez des leçons à tout le monde. François alors que Hollande depuis 50 ans, vous avez tout loupé. J'ai envie de dire quelque chose à notre jeunesse, sincèrement. C'est cassez-vous. Cassez-vous de ce pays. Oui, cassez-vous de ce pays. Non, il n'y a plus d'avenir dans ce pays. Si vous êtes un jeune entrepreneur, si vous avez des envies, c'est plus en France. C'est plus en France. Mais je dis ce que je pense et comme je le ressens. Si demain vous réussissez, vous êtes un criminel. Vous allez vous faire emmerder toute votre vie. C'est plus possible. Ils sont en train de tuer le pouvoir d'achat des Français. Ils sont en train de tuer les entreprises. On a une classe politique qui est en dessous de tout. On est le quart monde de la politique dans le monde. Toute cette bande-là, ils comprennent rien. Ils sont à l'ouest et aux fonctionnaires. Brûlez l'ENA. Allez à l'ENA, brûlez-moi cette saloperie et virez-moi tous les profs qu'il y a dedans. Si vous arrivez un peu à réussir, on va vous montrer du doigt. Et allez, si vous êtes jeune, voyagez, allez dans d'autres pays et vous allez voir qu'on vous attend et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer la France, parce que quand je dis ça, je le dis avec regret et j'ai presque les larmes aux yeux parce que j'aime mon pays. Mais aujourd'hui, ce pays, il est parti, c'est fini. Cette classe politique a tué ce pays. Vous avez foutu ce pays en l'air, vous en rendez même plus compte. Vous avez gaspillé
tout l'argent que ce putain de pays, avec tous les talents qu'il y a su créer à travers une imposition surdimensionnée. On a répondu à vos impôts, on a créé des richesses, on a fait tout ce qu'il faut, et vous avez tout foutu en l'air. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se casser de ce pays. Au niveau de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, je pense que même au niveau, tu sais, de la dynamique de Dubaï, il y a tout qui va beaucoup plus vite ici aujourd'hui, même pour les contacts. Je vais t'expliquer un truc. Dis-moi. En 2024, fin d'année 2024, là, il y a une revue extrêmement connue aux États-Unis qui s'appelle l'US News World Report, qui établit un classement de la stabilité économique des pays dans le monde. Et en 2024, qui est arrivé premier? Les Émirats Arabes Unis. Encore vous? Encore nous. Et souvent, j'en discutais, dédicace à Kevin et Enzo, s'ils regardent ce podcast, je leur expliquais que financièrement, économiquement, les Émirats avaient été élus pays le plus stable économiquement au monde. Et ils ont rouspété. Mais non, mais c'est pas possible. Il y a des pays comme les États-Unis, comme la Suisse, comme l'Allemagne, qui sont beaucoup plus riches que les Émirats. Ça ne veut pas dire juste l'argent qui est en banque et l'influence internationale géopolitique. C'est que stable économiquement, c'est-à-dire que tout est mis en place pour pouvoir te mettre dans les meilleures dispositions pour investir et générer de la création de richesse. Pourquoi aujourd'hui le PIB, la création de richesse ici aux Émirats, est 2 fois plus élevé que ce qu'on retrouve en Europe? On frôle quasiment les 7% de croissance à l'année maintenant, ici aux Émirats. C'est des chiffres qui ont historiquement jamais vus mondialement. Ouais. Ça turbine à fond et ça, c'est dû à la stratégie, une fois de plus, du gouvernement. On va leur mettre une image, c'est que tout est fait pour que les gens puissent générer des richesses ici. Et c'est un cercle vertueux. Quand tu génères des richesses ici aux Émirats, ça se réinjecte dans l'économie. Et ça, les gens l'ont compris. Donc, à la différence de la France, où dès que tu génères 1 euro, on te le prend, ici, on fait tout pour que tu puisses générer de l'argent et le réinjecter dans l'économie. C'est-à-dire que ça passe par quoi? Par une transparence gouvernementale. L'absence totale de corruption ici à Dubaï. C'est-à-dire que le gouvernement a un plan, on s'y tient, le shir dit, le shir fait, et il y a une réactivité aussi au niveau du pouvoir qui est en place. Dès qu'il y a un besoin qui se fait sentir, le gouvernement réagit. On a eu des inondations qui ont fait beaucoup parler sur 2024. Le lendemain, plus de 8 milliards de dollars étaient votés pour la réfaction justement des systèmes d'évacuation. Pareil, il y a des bouchons à Essa Street, à Business Bay, etc. Il y a des milliards qui sont mis en place. Et le lendemain où c'est voté, tu as le contracteur qui est signé. Action, réaction. Non, mais tu mets le doigt dans quelque chose qui est, je pense, beaucoup plus profond en parlant de corruption, justement. Exactement, non, mais ça, détournement de fonds, c'est etc. une réalité parce que j'avais une investisseuse. Stricte réalité, bien sûr. J'avais une investisseuse parce que souvent, on a des contradictions de la part de nos clients et c'est très bien, qui nous parlaient de Bali. Bali, c'est mortel pour investir. Mais elle m'a dit, c'est un vrai problème, la corruption. Si aujourd'hui, tu ne graisses pas la patte des gens, ton dossier, il n'avance pas. Ta construction, elle n'avance pas. À Dubaï, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Il n'y a pas de corruption. Aujourd'hui, tout est fait pour que les coûts de fabrication pour les entrepreneurs, les coûts de main-d'œuvre sont très bas. Tu as un avantage, tu es dans un environnement fiscal qui est extrêmement avantageux. C'est-à-dire que oui, il y a une petite taxe maintenant qui a été mise en place en fonction d'un certain montant de chiffre d'affaires réalisé par les entreprises. Alors, c'est 9% sur le bénéfice total de l'entreprise à partir du moment où tu es dans le secteur d'activité qui fait que... Donc, exactement. Non, mais voilà, ça reste minime. Bien sûr, ça reste minime par rapport à ce exactement. Tu as cette transparence gouvernementale, tu as ces faibles coûts de production, de fabrication, un environnement fiscal extrêmement avantageux. Et toutes ces choses-là, mis bout à bout, plus une qualité de vie, une qualité d'enseignement, une qualité de soins, qui font qu'aujourd'hui, forcément, les millionnaires, ils peuvent aller où ils veulent dans le monde. Où est-ce qu'ils vont pouvoir faire le plus d'argent, le mieux en profiter avec leur famille et avoir la plus belle vie possible avec leurs enfants? C'est ici, c'est à Dubaï. Ils vont pouvoir faire plus d'argent et être encore mieux dans leur vie de tous les jours. Voilà pourquoi Dubaï aujourd'hui a attiré 6700 nouveaux millionnaires, 18 nouveaux millionnaires par jour, plus d'1 millionnaire qui arrive toutes les 45 minutes. C'est exceptionnel. Déjà, depuis le début du podcast, il y en a déjà 2 nouveaux à Dubaï. Là. Non, c'est vrai que c'est affolant. C'est vraiment affolant. Et ça m'emmène justement à une nouvelle question. En parlant de développement, il y a beaucoup de quartiers qui émergent à Dubaï et dans les environs en ce moment-là. Est-ce que tu penses que dans les futures années, 3, 4, 5 ans, les cartes ne vont pas être justement redistribuées?
T'es bon, là. Je commence dans les questions à 1 million d'euros, comme on les appelle. On les aime, ces questions à 1 million. C'est la question fade, celle-là. Ouais, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la part de nos investisseurs. Est-ce que justement, le centre-ville de Dubaï n'est pas en train de migrer avec l'arrivée des gros développements, comme on a la Palm Jebel Ali, on a l'aéroport Al Maktoum qui arrive, qui va être monstrueux. Et souvent, les gens se posent la question. Donc, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent comment fonctionne une ville et qu'une ville dépend énormément de son centre historique. Alors oui, à Dubaï, on n'a pas des millénaires d'existence, on est encore une ville jeune, plus une 50aine d'années, mais il faut se fier par rapport à ce qu'on a sous les yeux. Aujourd'hui, à Dubaï, on a des zones qui sont en train d'émerger, qui fonctionnent très fort. Je pense à Médane, je pense à Krikarbour. Alors, attention, ça sera ma prochaine question et c'est d'ailleurs le titre du podcast. Je vais mettre en gros, voilà, le top 5 des futures localisations sur lesquelles il faut investir aux Émirats. Là, je te parle vraiment, si tu veux, est-ce que tu penses que les cartes vont être distribuées? Exactement. Ma question, elle est là. Ouais, c'est ça. Mais justement, il faut savoir pourquoi elles vont être distribuées et pourquoi elles pourraient l'être. D'accord ? C'est qu'on a des quartiers, bien évidemment, la population, on le voit, 170 000 nouveaux résidents chaque année. On parle seulement de résidents, des gens qui ont un visa. Je ne te parle même pas des touristes, plus d'une vingtaine de millions de touristes sur l'année 2024 à Dubaï. C'est monstrueux, on parle seulement des résidents, on a peur des appartements vides. Il faut loger, je vous regarde droit dans la caméra, il faut loger 190 000 nouveaux résidents et leurs familles. Et on a 20 millions de touristes qui viennent à l'année, qui débarquent, qui sortent de l'aéroport. Ce n'est pas juste des gens qui passent par l'aéroport, parce que l'aéroport, aujourd'hui, c'est beaucoup plus. L'aéroport, si on regarde juste les gens qui sont en transit, c'est plus de 90 millions de personnes. D'accord ? L'aéroport DXB de Dubaï est l'aéroport dans le monde qui a connu le plus de transferts et de passagers sur l'année 2024 dans le monde. Sans parler de ce qui arrive. Al Maktoum, ça va être 230 millions de visiteurs à l'année. Il pourra gérer 230 millions de visiteurs à l'année. Donc reprends par rapport aux touristes justement qui arrivent. Justement, donc est-ce que les cartes ne vont pas être rebattues par rapport à ces quartiers-là ? Forcément, avec cette arrivée massive de résidents et de touristes, il faut pouvoir loger ces gens-là, on en a de plus en plus. Et malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est pour ça que Dubaï est un marché qui est extrêmement stable, c'est qu'on n'arrive pas à loger tout le monde. On est sur une tension au niveau de l'offre et de la demande qui fait que la demande est supérieure à l'offre. Et c'est pour ça que ça fait 4 ans d'affilée que les prix augmentent sur la location et au niveau du prix au mètre carré. Maintenant, on a des gros développements qui arrivent. On a surtout Dubaï South qui arrive avec l'arrivée de la Palm Jebel Ali, Expo City, Al Maktoum, toute cette zone-là, Emar South, etc., qui se développent et les gens se disent « Attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train d'arriver là-bas ? Est-ce qu'il faut s'intéresser à cette zone-là » Bien évidemment, il faut s'intéresser à cette zone-là. Stratégiquement parlant, vous ne ferez jamais autant d'argent que lorsque vous investissez sur un projet à son départ. On l'a toujours dit, on l'a dit la dernière fois, tu investis dans du sable ici à Dubaï, c'est là que tu fais de l'argent. N'attends pas qu'une zone soit jolie pour investir. Malheureusement, il y a trop d'investisseurs qui commencent et qui viennent me voir pour Dubaï Krikarbour, qui me disent « c'est trop beau Dubaï Krikarbour, j'aime trop ». Ouais, mais Dubaï Krikarbour, maintenant, vu que c'est beau, c'est cher. Et quand je vais te donner le prix, tu vas me dire « Ah, mais c'est trop cher ». Bah oui, forcément, tu vas acheter dans quelque chose qui est déjà joli, il faut que tu en payes le prix. Que tu serais venu 3 ans en arrière proposer exactement. Par contre, il y a 3-4 ans, je t'aurais montré le tas de sable. Et je t'aurais montré une photo, tu vas me dire, mais Yannis, c'était pas sérieux, en 3 ans, s'il te plaît, arrête. Eh bien si, c'est ça la réalité du marché de Dubaï, et c'est là avec ça que vous devez composer. Donc maintenant, on n'assiste pas, pour moi, à une modification du centre-ville de Dubaï, on assiste à une diversification. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui se proposent. Maintenant, Dubaï grandit, il faut que... En pleine mutation, on va dire. On est en mutation. Le centre historique restera le centre-ville de Dubaï, avec Downtown, Business Bay, DIFC. Bien sûr. Pourquoi je te dis ça ? Parce que le centre financier d'une ville restera toujours le centre-ville. On a des quartiers qui se développent, je te l'ai dit tout à l'heure, Krikarbour, Médane, Jebel Ali, mais ça restera du 100% résidentiel. Aujourd'hui, les bureaux, les gens qui viennent travailler pour la plupart, sont tous à Business Bay, Downtown. Okay. Et on a le centre financier, DIFC, le Dubai International Financial Center, qui est régi par une loi différente de celle de Dubaï. C'est-à-dire que les plus grosses entreprises au monde sont implantées là-bas. On a un nombre extrêmement élevé de salariés qui évoluent dans cette zone-là. Donc, on pourra donner des exemples de sociétés qui travaillent là-bas. On a BP, on a Shell, on a HSBC, BlackRock, etc. Les plus gros acteurs. Et ça, c'est pas de moi. J'ai vu un agent immobilier en parler. Il en parlait très, très bien. Il a fait un comparatif qui m'a choqué. C'est pour ça que je te le ressors aujourd'hui. C'est que
dans toutes les villes du monde, ça fait des centaines d'années que ces villes-là existent. On parle de Londres, on parle de New York avec Wall Street, on parle de Paris Tokyo, avec la Défense. On parle de Tokyo avec le Stock Exchange. Dès qu'il y a eu des centres financiers historiques, le centre n'a jamais bougé. Donc oui, on a des diversifications, mais le centre à Dubaï restera là où les gens vont travailler et là où les gens sortent. Donc là aussi, beaucoup de points d'interaction du côté de JBR Marina pour les touristes. Tu as vu tout ce qu'on a aussi à Business Bay Downtown. Tu as vu tout ce qu'il y a à DIFC quand tu vas aller dans un beau restaurant et que tu veux sortir, etc. C'est-à-dire que les gens... Joël Robuchon. Ouais, Joël Robuchon. T'as quoi d'autre? On n'est pas. Il faut savoir que Yanis est un fin gourmet. J'ai un palais développé. J'ai un palais développé. Il y a des gens qui ont dans mon entourage des palais de Doberman. Je veux les éloigner de moi. D'accord? Moi, je veux bien manger. Je suis un hunter gourmet, Raphaël. Et ce que je te disais, pour être un petit peu plus sérieux, c'est que ces centres d'intérêt, les gens, pourquoi ils vont habiter ou travailler dans une zone? Parce qu'ils ont tout à portée de main. Et là, tu peux aller travailler, tu as des activités, tu peux socialiser, tu as des hubs socialisants, parce que pour ce qu'on appelle la nightlife à Dubaï, et surtout à DIFC, tu peux aller dans les restaurants, tu peux aller t'ambiancer en boîte de nuit, et à côté, tu as ton bureau. Et les plus gros restos, bars ambiancés, Amazonico, Zuma, Joël Robuchon, et je les compte plus, sont aussi à DIFC. Donc c'est un centre historique. Dans toutes les autres grandes villes, dès qu'il y a eu un centre financier, c'est resté le centre historique pendant des centaines d'années encore à ce jour. Donc je parlerai plus pas d'une migration du centre-ville, mais d'une diversification. Le centre-ville, lui, ne va pas bouger. On a le Burj Khalifa qui est là. Le Burj Khalifa, c'est le Burj Khalifa. Tous les bureaux qu'on a à Business Bay, à Downtown, à DIFC. Et on a en plus maintenant du côté de la Crique avec la Crique Tower qui arrivera dans les prochaines années. Ça va être fou, bien sûr. Ça va être monstrueux. Donc le centre, il est ici, frérot. Ok, merci. Merci. Et on va arriver à la question à 1 million d'euros, Yanis. La Fahad Question. La Fahad Question, on va l'appeler comme ça. Et qui portera le titre du podcast et qui sera la dernière question. Jingle Fahad Question. S'il te plaît, Yanis, est-ce que tu peux me donner les localisations qui, selon toi, vont faire les plus grandes performances dans les 5 prochaines années? Tu as une manière très solennelle de poser la question. Pour moi, les localisations auxquelles il faut vraiment s'intéresser, une fois de plus, comme disait Kamel, il était très prudent à propos de ça, et je pense que c'est important de le rappeler quand même à nos investisseurs, c'est qu'il n'y a pas de localisation magique, ça va tout d'abord dépendre de votre stratégie. Après, c'est important de le rappeler, effectivement. Exactement, tu vois. Les stratégies, on n'a pas 50 dans l'investissement. Tu vas soit partir sur une stratégie de qualité de vie parce que tu viens t'installer pour un projet de vie, soit tu viens venir pour une stratégie d'achat-revente. Tu vas profiter de la hausse du marché par rapport au moment où tu rentres sur le marché par rapport au moment où tu vas en sortir pour revendre. Tu rentres dans une position, tu ressors dans une position et tu essaies d'effectuer une plus-value en investissant dans la zone la plus dynamique possible. Et la troisième option, c'est la rentabilité. Il faut bien comprendre, mes chers investisseurs, ce que veut dire la rentabilité. Il y a des gens qui mélangent un petit peu tout. Un bien rentable, c'est quoi? Déjà, la rentabilité, c'est quelque chose de très subjectif. Il y a des gens qui sont contents avec 3%, il y a des gens qui en attendent 11-12%. Le souci, c'est que maintenant, les gens, ils entendent tellement de bêtises sur les réseaux que pour eux, faire 11, 12, 13%, c'est devenu quelque chose de banal à Dubaï. La rentabilité moyenne à Dubaï, elle est entre 7 et 8%. On parle c'est de déjà ça. exceptionnel. C'est fou. Sauf qu'il y a des gens qui sont éduqués avec des gens qui ne connaissent rien sur le marché. Ils connaissent un ou deux projets, je les appelle les agents porte-brochure, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune connaissance sur le marché, ils apprennent une brochure et c'est juste, ils récitent la brochure, voilà, donc vous avez c'est une poésie. Exactement, aucune connaissance sur le marché et du coup c'est ces gens-là qui éduquent le grand public et les grands publics pensent que c'est normal d'avoir un rendement à 8, 9, 10, 11, 12, 13%. Donc c'est les rendements qui existent, mais ça reste de l'ordre de l'exceptionnel. Donc cette rentabilité, c'est quand je vais comparer ce que j'investis dans mon bien, j'investis de manière effective parce que des fois, grâce au plan de paiement, lorsqu'on parle du prix d'un appartement, vu que le paiement est étalé sur une durée donnée, je ne vais pas investir la totalité du montant de l'appartement dans le bien. Il y a une partie que j'ai investie, certes, et une partie que je vais investir, soit à la remise des clés, soit après la remise des clés. Donc la rentabilité, c'est de comparer très exactement ce que j'ai sorti de ma poche vis-à-vis de ce que je vais générer.
Sur la valeur totale de l'appartement. Exactement. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai un appartement à 200 000 euros. J'ai sorti 100 000 euros. Je commence à générer de l'argent à partir de la remise des clés. À la remise des clés, j'ai investi 100 000 euros, comme je viens de te le dire. Si je génère 10 000 euros à l'année, je sais que sur mon capital investi, je suis à 10% de rendement. Si je regarde sur le montant total de l'appartement qui est de 100 000 euros, je serai à 5%. D'accord ? Donc, cette rentabilité, il faut bien la comprendre. Il faut que votre agent immobilier puisse vous l'expliquer en fonction de vos attentes. D'accord ? J'ai des gens qui demandent 13%, il y a des gens qui me disent avec 6%, je suis très content. Donc, cette rentabilité-là, il faut bien la comprendre. Donc, on a ces 3 options-là, Rafa. On a ces 3 options-là et on va essayer de donner en fonction de. Voilà, merci. On veut des noms, Yanis. Il en faut pour tout. On veut que tu te mouilles. Je vais mouiller. Voilà. On veut que tu te mouilles. C'est la fad question. C'est la fad question. Il faut se mouiller. Donc, s'il te plaît. Allez, si tu veux que je te donne, par exemple, une localisation pour la renta, une localisation pour le flipping, et ça fait déjà 2. Voilà. Okay. Et ensuite, tu peux découler comme ça. Allez, une première localisation pour la rentabilité, s'il te plaît, Yanis. Pour la rentabilité... où est-ce qu'il faut aller là aujourd'hui ? On va donner pour l'instant une localisation hybride. D'accord ? Je pense que la première des choses, c'est qu'on est en présence d'investisseurs qui veulent de la sécurité. Si aujourd'hui ils viennent à Dubaï, c'est parce qu'ils veulent un marché qui est solide, un marché dont on sait qu'on peut se reposer dessus. Et aujourd'hui, on le sait que le centre, je te l'expliquais juste avant, ça reste un centre d'intérêt et une sécurité pour nos investisseurs. C'est-à-dire que plus on va rester proche du centre, comme dans toutes les grandes villes qui tendent à s'agrandir, vous jouez la sécurité. Le problème, c'est que ces zones-là, bien évidemment, coûtent très vite cher. On l'a vu aujourd'hui, tout le monde ne peut pas investir à Business Bay, Downtown, Marina, qui vont être des investissements qui sont extrêmement patrimoniaux. Il faut penser aussi à ces gens-là. Il y a des gens qui recherchent ça, qui sont prêts à partir sur un prix au mètre carré qui est extrêmement élevé. Ils n'attendent pas forcément de plus-value monstre ou un rendement extrêmement élevé. Ils attendent juste de pérenniser leur investissement dans la durée. Bien sûr. Parce qu'on sait que dans l'investissement, aujourd'hui, les centres-villes, ça ne bouge pas. C'est quelque chose de très stable. D'accord ? Donc, ces gens-là aussi, ils existent. Et il y en a énormément, beaucoup plus qu'on ne le pense. Des gens qui disent, voilà, moi, j'ai 3-4 millions à placer. Je ne veux pas prendre de risques. Je vais aller les placer à Downtown dans un produit Emar. Je sais que ça ne bougera pas et que ça va faire quand même son petit bonhomme de chemin. C'est vraiment patrimonial, on va dire. Exactement. C'est extrêmement patrimonial. Et si on le voit sur des biens d'exception, par exemple, Mounir a fait des opérations de marchand de biens. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que, par exemple, tu peux mettre la photo Moha sur un produit comme The Address Skyview. Sur un 2 chambres, on est, sur les 3 dernières années, quasiment à 1 million de dirhams pris par an en termes de valorisation. Donc, si par exemple, là, aujourd'hui, c'est un bien qui est valorisé à 6-7 millions, je regarde la rentabilité, je ne vais pas être rentable, je vais être à 4-5%. Par contre, en termes d'investissement patrimonial, c'est excellent, c'est une performance qui est vraiment remarquable. Exceptionnellement. 250 000 euros par an sur les 3 dernières années. D'accord ? Et Mounir a eu la tête dure. Mounir a dû comprendre que le marché fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui veulent attendre la bonne affaire, le distress deal, le fameux distress deal. Donc Mounir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il voulait acheter déjà en 2022. Cette histoire, elle est marrante, elle me fait rire. En 2022 ou 2023, il commençait à regarder à Skyview. Il s'est dit, je commence à regarder, il a vu le prix 4 millions de dirhams, 1 million d'euros. Il s'est dit, mais c'est beaucoup trop cher. Je vais attendre que ça baisse. Il a attendu l'année d'après, 5 millions. Écoute-moi bien ça, c'est derrière à chaque fois, je suis mort de rire quand tu me la racontes. Il a attendu l'année d'après, 5 millions. Je ne sais plus où j'en étais. Enfin, non, ça a commencé à 4 millions. Ouais, 4 millions. Cher. Il attend l'année d'après 5 millions. Oh là là, c'est trop cher. Il attend l'année d'après 6 millions. Et là, il a investi l'année dernière à 7 millions. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher la bonne affaire. La bonne affaire, c'est le marché. Le marché, il augmente. Le marché est porteur, il portera. Exactement. Et pareil, je discutais, tu te reconnaîtras, je pense, avec un collègue cet après-midi qui, lui, a acheté sur Beachfront. On lui a proposé à la sortie Emar Beachfront 1.4. Il a dit c'est trop cher. Et je te jure qu'il m'a sorti le titre de propriété. Il a acheté à 3.3. Il a acheté à 3.3. 3 300 000 AED pour les personnes. Donc on mettra la traduction en euros. Exactement. Mais voilà. Donc ça, déjà, c'est une stratégie qui existe. N'attendez pas le distress deal. Achetez le projet qui vous plaît. Parce que si vous attendez le distress deal, ça va être un projet peut-être qui ne vous plaira même pas. Et le marché, aujourd'hui, c'est ce qui dicte ce qu'il faut acheter. Le marché, suivez le marché et uniquement le marché. Donc, pour revenir à la question... Moi, pour te répéter, ma question était... Je ne sais pas si tu l'as bien écouté. On divague, hein, t'as vu, on divague beaucoup, il y a des anecdotes. Non, mais j'aime bien. Tu nous donnes à manger, c'est pas mal. J'aime bien.
Mais ce n'est pas les stratégies d'investissement que je t'ai demandé. C'est les localisations pour toi. Dans quelle localisation? On digresse. Voilà. Dans 5 ans, où est-ce que ça va se jouer au maximum? Allez, une localisation pour de la rentabilité maximale. Aujourd'hui, sur de la rentabilité maximale, comment on fait de la rentabilité maximale? C'est comme une entreprise, c'est baisser les coûts d'acquisition, maximiser les rendements. Où est-ce qu'on va faire ça? Dans une zone où on peut rentrer actuellement sur un coût au mètre carré qui est bas. Il n'y en a pas 50, il faut partir sur des zones émergentes. On a eu JVC, maintenant, il y a 2-3 ans, qui a explosé. Pourquoi JVC a explosé? Parce que la demande augmente et que tout le monde ne peut pas se loger dans des prime locations. JVC, on peut pas, c'est des gens qui ne peuvent pas aller sur Downtown, Business Bay, Marina. Donc JVC a explosé. Forcément, il faut loger ces nouveaux arrivants. Donc les nouveaux arrivants, ils vont aller dans une zone où les édifices locaux et les commodités pour la vie de tous les jours sont bien. On a JVC qui est encore en construction, pas arrivé à maturité, mais qui a explosé parce que justement, on a trouvé preneur à ces appartements. Ça continue d'ailleurs. Donc aujourd'hui, JVC a quand même bien augmenté. On est sur quasiment par rapport à 2021, 50-60%. On doit payer les performances qui sont passées sur la. Aujourd'hui, JVC, ça reste très agréable à vivre et il faut payer ça. Donc maintenant, quelle va être notre alternative pour essayer d'avoir un JVC 2.0? Eh ben, on va avoir Dubai Land. Dubai Land, aujourd'hui, c'est le pendant, c'est le JVC 2.0 parce qu'en termes de connectivité, on est quasiment sur la même chose. Tu peux leur mettre la carte, Mohamed. C'est que on est à peu près à 15-20 minutes de downtown. On a l'autoroute Al Ain qui nous emmène directement à Business Bay Downtown. On est entouré que par des axes de prise de valeur. Et des axes qui s'inscrivent même dans la vision de Dubaï. Exactement. Academic City au niveau de l'éducation, Dubai Silicon Oasis pour tout ce qui va être entreprise. On est vraiment très très bien placé. On a des pôles touristiques à proximité. Tu es à 10 minutes du Global Village, l'une des attractions touristiques les plus visitées. Tu as IMG World, tu as toute la région de Majan qui est ultra intéressante, qui est ultra bien connectée. Le long de cet axe sur la gauche de Dubai Land, tu n'as que des grosses communautés de villas. Tu as The Villa, Villanova, Al-Barari qui sont des et quartiers d'ailleurs, de villas il y a The Wild by Aldar, qui est un petit peu plus au-dessus, mais qui vient d'être annoncé. Tu as aussi Aldar, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Even by Aldar. Non, mais attendez, pause. Pause Even, gros. Si vous ne connaissez pas Aldar, c'est encore plus gros que Emaar. C'est un promoteur gouvernemental d'Abu Dhabi. Et les gens qui me disent « Oui, mais t'es sûr que Dubai Land, etc. » Est-ce que vous pensez qu'une machine aussi grosse que Aldar viendrait s'implanter en plein milieu de Dubai Land? C'est jumelé. Il y avait pas... C'est jumelé, c'est collé. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'un des plus gros acteurs du marché immobilier du Moyen-Orient, voire même du monde, viendrait s'installer ici s'il n'y avait pas un avenir et une perspective d'évolution pour cette zone-là? Donc Dubai Land, qu'est-ce qu'on a là-bas très concrètement? Un coût d'acquisition assez bas. Pourquoi j'ai travaillé sur Léos? Parce que Léos, c'est un projet. C'est un promoteur qui travaille très bien, spécialisé dans la construction. Je peux te proposer un studio de 51 mètres carrés à 700 000 dirhams, avec 35%. L'équivalent de 190 000 euros voilà. Pour les personnes qui veulent savoir. 35% de plan de paiement après la remise des clés pour aider le propriétaire à amortir le prix de l'appartement. Sur de la qualité Léos et de la qualité de ce standard-là, tu n'as que 2 promoteurs qui te proposent la possibilité de payer après la remise des clés. C'est Imtiaz et Léos qui sont dans cette zone et qui sont la seule vraie alternative. Plus Imtiaz ou Léos? Moi, je préfère Léos. Merci. C'est bon, tu peux continuer. Je préfère Léos parce que sur le prix au mètre carré, sur la manière de travailler, sur les designs, sur le plan de paiement, Imtiaz, on a 30% après la remise des clés. Léos, on a 35%. On a un prix au mètre carré qui va être un petit peu plus abordable sur Léos. Le dernier projet Weybridge Garden, on était à 3 500 € du mètre carré sur les studios. Ouais. Ils sont déjà lancés, à la différence d'Imtiaz. Je mets pas, parce que je sais qu'on a des pros Imtiaz dans mais même à l'agence, j'aime bien parce qu'il y a de la discussion. C'est comme ça. Bien sûr, il y a des débats, il y a des excellents. C'est ceux que Imtiaz aussi qui est très très bien. Imtiaz qui est magnifique, mais si tu différencies Mercedes et BMW. Donc Léos, moi j'ai 5% de post-handover en plus. J'ai une superficie plus grande, donc, parce qu'on est sur des prix similaires, donc un prix au mètre carré qui est un petit peu plus intéressant sur Léos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un projet qui coche quasiment toutes les cases pour moi. Donc,
Pour les gens qui veulent se concentrer sur la rentabilité, essayez de minimiser vos coûts d'acquisition sans aller dans le désert à 300 mètres carrés, à 300 km, je veux dire. Mais essayez de regarder quel va être le faisceau d'indices qui vont indiquer un développement de l'attractivité de la zone. Et à Dubaïland, tout est là. Tu as de l'éducatif avec Academic City, tu as plus de 35 000 étudiants dans la zone, tu es à 500 mètres à vol d'oiseau de la plus grosse fac des Émirats, la Zayed University. Juste au nord, donc là tu n'es même pas à 1 km à vol d'oiseau, tu as Dubai Silicon Oasis, qui est l'équivalent de la Silicon Valley aux États-Unis. Tu as plus de 900 entreprises enregistrées au registre du commerce. C'est énorme. Très, très gros. Donc, tu as un gros pôle professionnel ici. Tu as des milliers de salariés qui sont dans cette zone-là. Et regarde, qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le marché. Je vous jure, il faut juste regarder l'offre et la demande. Est-ce que ces centaines et ces milliers de salariés, aujourd'hui, ont de quoi se loger sur place? J'ai une anecdote, d'ailleurs. Il y a des professeurs qui exercent à Academic City qui ont déjà déposé des dossiers pour pouvoir louer des projets qui vont être livrés fin 2026. C'est une dingue. Et c'est du Imtiaz en plus. Pas du Léos, du Imtiaz. Non, mais j'adore Imtiaz. Bien sûr. Non, mais j'aime bien. Je t'envoie des petits pics. Mais... Imtiaz, des projets Imtiaz sont magnifiques. Je les adore. C'est juste que moi, je me mets dans la place de mes investisseurs et c'est leur question qu'ils préfèrent me poser. C'est toi, tu ferais quoi là si tu étais à ma place là? Quand ils sont juste en train de la carte bleue avant de faire le paiement. T'es sûr, Yadis? Oui, je suis sûr. Je suis très serein. Moi-même, j'ai investi. J'ai posé tout ce que j'avais sur cette ville-là et sur ces projets-là. Mais voilà. Donc, mon conseil, regardez avec votre agent immobilier où est-ce que vous pouvez diminuer les coûts d'acquisition tout en ayant une zone la plus prometteuse possible. Donc, comment on va faire ça? On va regarder les axes de développement, la proximité avec des centres d'intérêt tels que les écoles, toutes les commodités qu'il peut y avoir, les centres d'intérêt professionnels, les hubs professionnels comme Dubai Silicon Oasis, les hubs touristiques avec la proximité avec Global Village, IMG World. Qu'est-ce qu'on a encore? Le Al-Habtour Polo Resort. Le Al-Habtour Polo Resort et le Outlet Mall aussi. Dubai Outlet Mall, c'est vrai. Tu vois, tu as 10 minutes en voiture. Et c'est là. C'est l'équivalent de la Vallée Village pour ceux qui ne connaissent pas Dubai Outlet Mall. Vous allez avoir tous les magasins d'usine Nike, Adidas, etc. Écoute, top. Merci. Le premier nom a été donné. Complexe et Dubailand dans sa totalité aussi, parce que c'est vaste, mais Dubailand résidence complexe. Merci. Maintenant, une localisation où on va pouvoir aller chercher les meilleures plus-values pour du flipping dans les 3 à 5 prochaines années. Dans la zone dans laquelle j'ai investi moi-même. Okay. La zone dans laquelle j'ai investi moi-même, qui est aujourd'hui, pour moi, l'un des quartiers les plus sous-cotés et qui va être amené à avoir le développement, je pense, le plus incroyable dans les prochaines années, c'est la zone de Meydan. La zone de Meydan, c'est monstrueux. En fait, Meydan, donc on va mettre, Moha, s'il te plaît, une jolie image de Meydan pour que les gens puissent se rendre compte de la proximité avec le centre. Vas-y, je te laisse continuer. Parce que Meydan et je mets Dubai Creek Harbour dans la même trempe, c'est deux quartiers, je pense que les gens ne se rendent pas compte que d'ici une quinzaine d'années, on va être plus de 7 millions à Dubaï. Rendez-vous compte de comment va être valorisée la proximité avec le centre. Et si maintenant, je t'offre la possibilité à toi, à ta famille, à ton locataire ou pour quiconque qui voudra utiliser l'appartement, la possibilité de vivre dans une communauté à 15 minutes du centre. Où est-ce que dans le monde, tu vas pouvoir avoir sur la gauche la vue du Burj Khalifa et tu te rends à ton travail en 15 minutes et sur la droite un lagon avec 6 km de promenade, comme ça, avec que des commerces de proximité. Où est-ce que tu vas avoir ça dans le monde? C'est vrai que ça fait rêver quand on parle. Une gated communauté, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux dans ta petite communauté. Où est-ce que tu vas avoir ça? Ça, tu vas l'avoir à Meydan. Et les gens peuvent aller déjà voir. Soyez curieux, allez voir ce que ça donne, ne serait-ce que District 1. District 1, moi, la première vraie claque que j'ai pris en arrivant à Dubaï, frérot, c'était à District 1. Moi, c'était à Creek Harbour. Creek Harbour, c'est pas mal aussi. J'ai cru que j'arrivais à Beverly Hills, j'ai vu les... Mais la vraie claque, tu la prends à District 1. District 1 aussi, c'est vrai que j'en ai pris une derrière la tête. Tu vois les villas de malades mentales et tu vois au bord le lagon, à gauche le Burj Khalifa. Tu te dis, mais où est-ce que je suis? C'est vrai que c'est lunaire. 2 minutes, j'étais dans les bouchons, en pleine ville et tout. Là, je suis dans un lagon. T'entends juste les oiseaux qui chantent, rien, les enfants qui courent. Je dis, mais je suis passé par un portail tridimensionnel. Et moi, j'ai pris ma tarte ici comme ça. Et là, je me suis dit, OK, c'est ça la puissance de la communauté proche du centre. Et Meydan t'offre ça. Et il y a des développements en ce moment qui arrivent, comme on a pu le voir avec Heartland, où tu as tout ce qu'on peut rêver. Parce qu'aujourd'hui, District 1, c'est une communauté qui est magnifique. Mais
ça reste pour moi trop résidentiel. Il n'y a pas cet aspect bien sûr. qualité de vie dans Je le vois sens ce que tu veux dire. communauté du terme où tu vas avoir tout à proximité à ton service. C'est-à-dire que District 1, si tu veux sortir, on a souvent des gens qui sont un peu déçus parce qu'ils veulent sortir manger une glace, aller au restaurant, etc. Il n'y a pas trop tout ça sur place. Ils sont en train de l'améliorer. D'accord ? Mais maintenant, il y a des proximités. À proximité de ça, il y a des communautés qui sont en train de se créer. Je pense notamment à Shoba Heartland, Heartland 2 et surtout Medan Horizon. Medan Horizon, renseignez-vous. Pour moi, on est au tout début du projet. Il n'y a pas encore une pierre de posée. Les prix sur certains promoteurs sont excellents. On est quasiment parfois sur certains projets au prix de JVC actuellement. Je ne sais pas si tu te rends compte. D'ailleurs, il y a un projet qui vient tout juste d'être lancé. Je ne dirai pas lequel c'est. Si les gens veulent savoir... Ça, c'est l'affaire du siècle. Ça, c'est le coup de fusil. Contactez-nous si vous voulez ce coup de fusil. Faut le dire. Parce que je viens de te réveiller. Donc, si vous voulez plus de détails justement sur un projet qui vient d'arriver à Meydan, envoyez-nous un message. Ça sera vraiment avec grand plaisir de pouvoir tout vous expliquer. Mais on ne dit pas de nom. On ne dit pas de nom, ça faudra nous contacter. Mais regarde, c'est juste très simple en fait l'immobilier. Il ne faut pas avoir inventé l'eau chaude. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, ma technique, c'est de comparer par rapport à ce qui est déjà existant. D'accord ? Moi, je sais que sur des développements comme Shoba Heartland 2 et Medan Horizon, je peux avoir une idée concrète de quels sont les rendements au moment où je te parle et quelles sont les appréciations au niveau du mètre carré qu'il y a eu, parce que je peux comparer par rapport à un produit existant. J'ai District 1 avec les Laya et j'ai Shoba Heartland avec un développement de plein de promoteurs. On a un peu à boire et à manger à Heartland, mais on a principalement Shoba et Ellington qui sont présents. Donc je sais combien génère un one bed en fonction de sa taille, dans une qualité qui est quand même sympa. On a aussi Azizi qui est en face pour une qualité de finition qui est différente, mais au moins on a un éventail de ce que ça donne sur le marché. Ça veut dire que là, tu es en train de m'expliquer que je peux comparer le prix au mètre carré d'un produit que je suis en train d'acquérir sur plan par rapport à de l'existant. Je vois la rentabilité de l'existant. Je sais qu'aujourd'hui, sur Shoba, par exemple, sur des produits Shoba, on est, Moha, tu feras la traduction en euros, mais on est à peu près sur des one-bed qui vont faire entre 80 et 90 mètres carrés sur quasiment du 110-120 000 dirhams à l'année. Okay ? Et encore, t'es gentil. Et je suis gentil. Sur certains, chez certains promoteurs, ça peut être plus. On a Ellington qui a livré aussi. On va être encore entre 110 et 120, voire même 130 parfois. Là, il y a 2 buildings Ellington qui ont été livrés à Heartland. Je pense à Kensington Water, je pense à Berkeley Place. Ça, je peux constater tout de suite au moment ce que ça donne un produit neuf qui arrive à la livraison. Donc, on va être au minimum à 170, 180 000. Parfois, on va même, je pense, très rapidement friser les 200 000 dirhams à la location pour un 2-bed. 6 mois derrière, je suis à côté. Et sachant que je sais que, par exemple, sur un quartier comme Medan Horizon, il y a des développements de fous qui arrivent. Un lagon de 2 km de long. D'accord ? L'arrivée du métro. Une grande communauté avec que des commerces. Les vues autour de Ras Al Khor aussi, c'est sur le lagon, enfin ça va être lunaire. Et on a aussi des développements. Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop encore où est-ce que ça va donner par rapport au Meydan Mall, qui est un mall extraordinaire, qui va être gigantesque, quasiment aussi grand, voire plus grand que le Dubai Mall. Mais tout ça, c'est qu'on sait que ce sont des indices de plus-value latentes qui sont à côté. Ça peut arriver, et le jour où ça va arriver, ça va être monstrueux. Donc là, tu es en train de me dire que je peux acquérir pour 2,5, 2,6 millions de dirhams un 2-bed de 1200, 1300 square feet, donc de 120 à 130 mètres carrés, sachant qu'il y en a déjà un, au moment où je te parle, qui génère 180, 200 000 dirhams. C'est-à-dire que mon rendement aujourd'hui, si je prenais les rendements aujourd'hui et que je les téléportais 3 ans plus tard, je serais déjà à 6, 7, 8%. C'est de la logique pure. Sachant que je n'ai pas encore le lagon, le métro et le mall. Et que je suis à 15 minutes du centre et que la population de Dubaï est en train d'exploser. Et que le centre, les gars, d'ici 15 ans, on va être 7 millions à Dubaï. Merci. Merci pour la réponse. Voilà. Donc, OK. Là, j'ai une localisation, effectivement, pour la rentabilité, un coût d'acquisition au prix au mètre carré qui va être assez bas. Une belle localisation pour le flipping. Je vais te demander une petite localisation bonus comme ça. Une petite localisation bonus. Je pense qu'il y a 2 quartiers qui sont sur lesquels je vais vraiment pousser. Même 2, si tu es gentil. Ouais, 2. Focalisez-vous sur les bords de mer. À Dubaï, les bords de mer, vous ne perdrez jamais d'argent. Il y a 3 axes autour duquel il faut se concentrer. C'est à côté d'un point d'eau, donc mer, lac, lagon, à côté d'un golfe,
et à côté d'un monument historique. Si vous avez ces 3 choses-là, choses qu'on a quasiment sur les 3 à Médane, je reste focus sur Médane, mais on l'a. Et donc les bords de mer, je pense notamment à Maritime City, Mina Rachid, communauté développée par Emar, ça va être incroyable là-bas. Je pense à Dubai Island, communauté en bord de mer développée par Nakhil, comme promoteur gouvernemental. Et je pense qu'on peut regarder aussi sur Expo City. Expo City, c'est un quartier auquel il faut vraiment s'intéresser parce que ce qui est en train d'être développé là-bas du côté des Mars. Sous-côté. Ouais, sous-côté de fou. Expo City, je pense, c'est sous-côté. Maritime City, sous-côté. Dubai Island, ça va, on en parle, ça fait assez d'émulation. Bon, bien évidemment, comme toutes les destinations, il y a des avantages et des inconvénients. On pense notamment au fait que c'est dans le couloir aérien de DXB et qu'il peut y avoir des nuisances sonores, mais je pense que, vu les prix d'acquisition qu'on a sur du bord de mer à Dubaï et ce que ça va devenir, vous êtes sur un produit qui est limité. Bien sûr. Ça portera forcément de la valeur. Donc, concentrez-vous sur ces quartiers. Vous avez bien évidemment aussi un quartier qu'on adore qui est Cricarbourg. Sauf que Cricarbourg, les gens trouvent ça trop cher. Mais ce n'est pas trop cher. Parce que, vu ce qui est en train d'arriver du côté de Cricarbourg, c'est la fusion parfaite entre Downtown et Marina. 2 quartiers qui ont été construits et conçus par Emar. Ils ont quand même pété un câble. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient Messi et Cristiano, ils avaient fait le joueur ultime. Bien sûr. Et ils l'ont fait à Dubai Cricarbourg. Donc oui, Dubai Cricarbourg, aujourd'hui, c'est quand même déjà bien développé. Forcément, c'est cher. Tu peux demander, on n'a que des collègues. Il y a Amine, Salim, Kamel qui vivent à Cricarbourg. Ils vivent leur best life, tu vois. Nous, on a un peu plus côté Shoba Heartland. Donc, tu vois, tu as le FC Shoba contre le FC Crick. Mais avec chacun leurs atouts. Moi, je préfère Heartland parce que c'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans le Minnesota, tu vois. J'ai l'impression vraiment d'être dans mon petit quartier de Beverly Hills. Je vois très bien. Les petits gens promener leurs petits clébards. Je vois les écoles, trop mignons. Les enfants, ils sortent avec les tenues comme dans les mangas. Non, franchement, c'est incroyable. Et Cricarbourg, vraiment, c'est une sécurité. Là, je sais que, par exemple, au mois de mars, il y a Emar qui va lancer à nouveau des nouveaux projets, mais on est à plus de 500 000 € pour une chambre, tu vois. Et ça va se répercuter aussi sur le prix au mètre carré de toute la zone. Imagine ceux qui sont positionnés. Je me rappelle que Fahad avait fait l'acquisition encore il y a quelques années. Fahad, toujours le lui. Renard, le maître renard, sur son arbre perché qui tenait dans son bec un fromage. Il s'était positionné sur un appartement à 1.3 de chez Emar. Et aujourd'hui, tu vois que le prochain lancement, on va être à 2.1, 2.2. C'est exceptionnel. Ouais. Écoute, merci. Je vais juste te demander une dernière localisation, cette fois-ci un petit peu plus exotique. Un petit peu plus exotique, forcément, Al Marjan Island, Ras El Khaimah, avec l'arrivée du prochain casino, qui, je pense, va rebattre les cartes et qui est une page historique du développement des Émirats et du Moyen-Orient en général. On a eu des impacts considérables à l'international avec l'arrivée des casinos. Je pense notamment à Monaco, Macao, on a Las Vegas, Singapour, où l'arrivée du casino a bouleversé l'écosystème local, a multiplié par 3, 4, 5, 6, 7, 8 le nombre de visiteurs à l'année. Et je ne sais pas si on se rend compte de la portée que ça va avoir au Moyen-Orient, la centralité du Moyen-Orient par rapport au monde. Et je l'ai dit dans le dernier podcast, on est à 8 heures d'avion de plus de 80% de la population mondiale. C'est énorme. Et les contraintes qu'on va avoir à Las Vegas, les contraintes de visa, de temps de trajet, de liquidité, tu ne peux pas rentrer, sortir là-bas, les gains en jeu sont fiscalisés. Donc, toutes ces choses-là, nous, on ne va pas les avoir ici. Et tous les plus gros joueurs au monde sont à côté de nous. C'est-à-dire qu'on est proche de l'Asie, on est proche de l'Afrique, on est proche d'absolument tout, de l'Europe. On est à 8 heures d'avion de l'Europe. Imagine. Bien sûr. Ça me fait rêver. J'ai des étoiles dans les yeux. Moi, tu sais, je suis parti sur Al Marjan Island et j'ai vu moi-même le casino en fait en train d'être construit. Moha, je vais te demander de mettre une image du casino qui est à 60% de construction. Ça fait quoi de voir un casino qui est plus grand que la Tour Eiffel ? C'est exceptionnel. Et il y a des noms aussi sur l'île qui font rêver. Nobu, Nikki Beach, Rixos, Movenpick. En fait, les Avengers. Non, mais les Avengers. À partir du moment où tu vois que sur l'île qui s'appelle Dream Island, l'île du casino, et qu'on a l'île de Views en face, et que tu vois que tu as le gouvernement d'Abu Dhabi et le gouvernement de Dubaï qui ont installé des infrastructures, des investissements gouvernementaux, mais ça y est.
C'est fini déjà. C'est fini. Tu as toutes les plus grandes marques au monde qui sont là, d'accord ? Donc, oui, il y a des gens qui en profitent pour dire « Oui, mais il y aura trop de chambres d'hôtel, il y aura ceci, il y aura cela. » Il en faut pour tout le monde. Et la demande et la multiplication de la demande qu'on va avoir par là, on est sur le plus grand casino du monde. Regardez la fréquentation des casinos dans des casinos beaucoup plus petits, elle est monstrueuse. La fréquentation de Ras El Khaimah va être multipliée par je ne sais combien, donc ça va être un cercle vertueux, j'aime bien ce mot, mais tous les gens qui vont venir au casino vont venir à Dubaï, tous les gens qui vont venir à Dubaï vont aller au casino. En fait, ce qu'ils ont compris, c'est, et il y a beaucoup de gens qui disent oui, il va y en avoir un à Dubaï, il va y en avoir un ils ont accepté. Alors, je vois des gens sur TikTok qui sont connectés avec le gouvernement des Émirats, qui savent que ça a déjà été accepté, ils ont reçu la lettre. Je voyais une fille sur TikTok, et ça m'énerve. Donc, toi, tu es un proche du cher. Toi, tu as été prévenu, toi, ils t'ont vu sur TikTok, tu te dis, lui, on va lui dire. C'est une dinguerie. Donc, pensez-vous bien que c'est pas juste une autorisation comme ça, que bien évidemment les Émirats qui sont un pays fédéré vont pas lancer des casinos et se faire de la concurrence déloyale comme ça du jour au lendemain. C'est pas du tout impossible qu'il y ait un casino à Abu Dhabi ou à Dubaï bientôt, mais sachant qu'il y a le plus gros casino du monde qui arrive à Ras El Khaimah, ils vont pas couper l'élan. Ils savent que bien évidemment ça va diviser les forces. C'est une grande famille, les Émirats. Les Émirats sont toujours famille. On veut créer une synergie. Arrêtez de dire n'importe quoi sur les réseaux, c'est catastrophique. Bon, écoute, sur ce coup de gueule, Yanis, merci. Merci beaucoup. Franchement, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions pour un deuxième podcast. Ouais, je digresse beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaiteriez que je simplifie ou est-ce que ça va, c'est clair. Je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Et toi, parle-moi un peu. T'as passé une bonne année, ça va ? Moi, écoute, une transition assez incroyable en 2024. C'est ça, Lausanne, Dubaï. Ouais. Justement pour venir développer un petit peu, on va dire, l'entreprise familiale, encore une fois. Ouais. Et puis non, franchement, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, t'es heureux ? Je suis très heureux. T'es épanoui dans ton travail ? Lausanne était aussi la ville la plus petite où il faisait le meilleur vivre au monde. Ouais. Et c'est pour ça que je suis un amoureux de la Suisse. Ouais. Donc, je garde encore, moi, ma double résidence suisse et émiratie. Manger du gruyère. Il n'y a pas que ça. Il y a des jolis lacs, il y a une jolie nature aussi. Ouais. Et non, franchement, passionné d'immobilier, je travaillais aussi dans la construction. Ouais. C'est comme ça que ça m'a donné envie. Exactement. Donc, dans le génie civil, dans la rénovation, dans le BTP. Donc, quand je viens, on va dire, dans la Ligue des champions de la construction ici aux Émirats... T'as vu, c'est une autre chose. Hein. C'est clair. C'est clair. Quand j'amène des experts de la construction européens, ils bossent dans la construction et je les emmène sur les chantiers, ils hallucinent. Je les ai emmenés dans le musée Shoba, ils étaient exceptionnels. Choqués, tu vois. Bah, d'ailleurs, je vous invite à aller voir le vlog que j'ai fait une deuxième fois. Tu fais de la pub pour ton vlog, hein, tu veux le placer. Oui, il faut y aller parce qu'on parle de Meydan Horizon, on parle de Shoba, on parle des parcs, on parle des commodités, mais il faut le voir. Parce qu'en fait, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est l'imagination qui fonctionne plus. Quand tu montres vraiment des choses factuelles pour pouvoir se projeter à toutes ces personnes-là qui potentiellement veulent demander des faits, les amis. Vous êtes investisseurs, demandez des faits, demandez la preuve par A plus B de ce que vous avance votre agent immobilier. C'est-à-dire, il faut vous éduquer, il ne faut pas être dans une verticalité, dans une transmission de l'information à sens unique. Il faut que ce soit un échange, une construction. Plus vous allez expliquer, être clair sur ce que vous attendez à votre agent immobilier, plus il va pouvoir construire la réponse la plus adaptée à vos besoins. Et c'est comme ça que doit travailler un agent immobilier. Il doit s'érudire. On parle d'érudition. Pour pouvoir vous fournir la réponse la plus complète possible. Donc, ce n'est pas juste vous lire une brochure ou refourguer le même projet à tout le monde. Genre, les agents immobiliers connaissent 2 projets, ils ne vendent que ça à tout le monde. Ce n'est pas normal. Il faut pouvoir être généraliste et adapter l'offre à la demande de ton client. C'est comme si maintenant, moi, j'étais médecin, j'ai 500 boîtes de Doliprane derrière moi et tous mes clients qui rentrent, je leur donne Doliprane. T'as mal aux yeux, Doliprane. T'as mal à la tête, Doliprane. T'as des rhumatismes, Doliprane. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, il y a un traitement adapté en fonction de chaque symptôme, à nous de comprendre ces symptômes avec l'aide bien évidemment de l'investisseur. Plus vous êtes exhaustif sur ce que vous attendez, sur votre vision, votre mindset, plus l'investissement qu'on va vous proposer sera adapté. Et sur mesure. Sur mesure à la fade. Mais je suis content que tu aies passé une bonne année à DRN. Mounir, il prend soin de toi ? Exactement, c'est mon deuxième grand frère, on va dire. Ouais. Non, Mounir, on apprend beaucoup de choses grâce à lui. Investisseur à succès, très très bon aussi dirigeant d'entreprise. Très bien entouré, c'est pas pour rien.
Bien sûr. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez voir Mounir en podcast. Ouais. Est-ce que vous voulez voir le jeune Mounir? Est-ce que vous n'en avez pas marre de le voir déjà? Parce que je pense que les gens qui regardent notre podcast, moi j'en peux plus. Les amis, je vous jure, j'en peux plus. Je le vois partout. J'ouvre un snap de ma mère, j'ai Mounir. Je suis en train de regarder quelqu'un manger des pizzas, j'ai Mounir. C'est fou. Il est partout. Ça, une fois que tu l'as vu, il ressort plus. Mais en tout cas, voilà. Faites-nous signe dans les commentaires si vous voulez un podcast avec Mounir. Je pense qu'il aurait de très très belles anecdotes à nous raconter en plus en début 2025. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dubai by Raf. Si vous voulez continuer de voir nos aventures avec Yanis, c'était encore un plaisir et je vous dis à très très vite. Ciao.